Bon, écoute, on est lancé. Allez, Jessica Vetter, allez, bienvenue sur le podcast biomécanique. merci. Voilà. En plus, je t'accueille. Alors, tu m'as dit avec le soleil, parce que tu pensais qu'à Montréal, il faisait hiver toute l'année, j'imagine. Non, c'est vrai que quand on pense au Canada, on pense quand même au froid. Mais j'ai quand même oublié de penser que peut-être le mois de juin, effectivement, il pouvait y avoir du soleil. Bah alors, non seulement il y a du soleil, mais en plus, là, ce dernier week-end, il a fait assez chaud, puisqu'il a fait 32 degrés, donc on n'était pas loin des températures comme en France. En ce Waouh. moment, il fait pas mal chaud. Mais ouais, en hiver, il fait froid. Et alors, c'est pour ça que je t'accueille avec une petite chemise d'été hawaïenne Hawaïenne. je sais pas, je sais pas si elle est hawaïenne, mais bon, en tout cas, on va discuter aujourd'hui de CrossFit, un peu ton parcours. T'as fait des championnats il y a pas très longtemps. Donc Ouais. on va pouvoir revenir dessus aussi. T'as pas mal d'activités qui sont cool, qui rejoignent tout l'univers et les thématiques du podcast. Avant ça, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît, histoire de poser les bases. Voilà. Ok. Donc je m'appelle Jessica. Je suis dans le sud de la France maintenant. J'ai un parcours donc dans le milieu du sport depuis toujours. J'ai commencé la gymnastique artistique à 5 ans. J'ai fait 17 ans de gymnastique à un niveau, on va dire, fédéral, donc pas du tout de haut niveau. J'ai jamais été sport-études, Mhm. donc j'ai pas du tout touché le haut niveau, mais j'avais un bon petit niveau en tout cas qui me permettait de faire des compétitions et de me faire plaisir. J'ai ensuite arrêté ma carrière de gym pour pas mal voyager et j'ai atterri, on va dire, dans le milieu du fitness en 2009 où j'ai été diplômée donc prof de fitness et on va dire que prof de fitness, je l'ai été pendant 7-8 ans et j'ai découvert le CrossFit en 2012 où j'étais donc prof de fitness à Paris pour des événements type juste animation pour lancer le CrossFit en France et ça ne me plaisait pas du tout. Donc j'ai suivi les animations mais j'ai pas accroché avec le concept et je suis revenue en 2014 où là j'avais fait le tour du fitness et j'ai voulu me lancer de nouveaux défis et du coup depuis 2014 je suis dans le CrossFit en tant que coach donc level 1 et level 2 aussi et crossfiteuse, donc on va dire athlète. Voilà. Donc en plus de ça, j'ai lancé ma société en 2019 de programmation de gymnastique en ligne, donc dans le milieu du CrossFit, où justement là, j'apprends la gymnastique à toutes les personnes qui veulent apprendre tous les mouvements classiques, que ce soit des mouvements basiques ou des mouvements un peu plus complexes. Et donc, je donne des séminaires aussi en France et en Europe. Et cet hiver, d'ailleurs, je viens au Canada. Ah bah écoute, tu vas me prévenir. Tu viens où exactement? Ah ben, je serai sur Montréal. On a lancé un séminaire qui devrait donc on est en train de fixer les dates. Ça serait, je pense, juste avant l'hiver. Ok, ah bah intéressant. Tu me diras, tu me tiendras au Ouais, courant. carrément. Je suis curieux. Euh, Bon, un petit peu comme Thibaut InShape finalement. Tu t'es dans le fitness pendant un bon moment et puis hop, Mm. tu bascules dans le CrossFit. Ouais. Bah, je pense que je fais partie des précurseurs du CrossFit français. Hein. Quand j'ai débarqué, il y Il y avait avait, personne. il y avait pas ou très peu de filles déjà. Et Hmm. c'était vraiment tout nouveau, c'était pas encore connu, il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas cet engouement, on va dire, pour le CrossFit maintenant. Il n'y avait pas tout ça. Hein. Ouais, c'est vrai que là, on en entend beaucoup parler. Ouais, Enfin, c'est monté progressivement. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu une grosse tendance à un moment donné. Quand oui. dans les premières années, c'est monté fort. On entendait beaucoup parler de CrossFit comme c'était le nouvel Eldorado entraînement. Enfin, je sais pas, c'est la nouvelle mode. Et puis ça s'est un peu calmé. Et puis là, ça monte comme si la tendance monte progressivement. Il y a plus grand, il y a plus de gros pics, on va dire, mais c'est Ouais, constant. c'est constant. Je pense que moi je suis arrivée, il y avait moins de 5 box de CrossFit en France. Hmm. Je crois, si je te dis pas de bêtises, qu'on est à plus de 550, 600 en France. 550 salles de CrossFit en France, c'est énorme. Ouais, En moins de 10 ans. Hein. Hmm. Sachant que ce sont tous des endroits qui doivent être. Enfin, tu dois payer une licence, quoi. Oui, tu payes une affiliation qui est à la hauteur de $3 000 à l'année. Donc, en gros, c'est juste pour avoir le logo CrossFit affiché Ouais. sur ta salle et pour avoir le Ah. nom, bien évidemment. Donc, non, il y a rien d'autre. Hein. Tu payes juste une affiliation qui te permet d'ouvrir une salle de CrossFit et en plus, à l'intérieur, donc, pour que les coachs puissent enseigner, il faut qu'ils aient un diplôme, donc le level 1. Et en France, je sais pas vous au Canada, mais je pense pas, nous, on doit avoir un diplôme d'État obligatoire, donc qu'on appelle le brevet d'État ou un préparateur physique ou voilà. Hmm.
Donc, on a 2 diplômes obligatoires en France pour pouvoir enseigner le CrossFit en France. Putain, c'est quand même. Alors ils sont bons, hein. Ils ont réussi à créer une marque, et c'est-à-dire que tu peux plus rien faire en utilisant le nom sans devoir payer ou sans devoir. C'est ça. Faire une sorte de contribution, quoi. Oui, parce qu'après tu as toutes les pseudo concurrents, Cross Training, HIIT, tout ça qui essayent de plus ou moins copier le CrossFit, mais la méthode en elle-même, enfin je veux dire, si tu t'y intéresses pas un minimum et si tu pratiques pas, si tu sais pas ce que ça veut dire, tu fais pas du CrossFit clairement, quoi. Et alors, qu'est-ce qui te donne envie alors, tu te lances dans le fitness. Alors, je t'ai dit tout à l'heure, et puis je vais le mentionner puisque je t'ai entendu dans le podcast Extraterrien. T'étais passé il y a vraiment un bon moment, mais ça m'a permis de voir un peu les débuts de ton parcours. Ouais. Donc toi, tu viens de la gym comme tu l'as dit. Ensuite, t'es arrivé dans le fitness au Club Med, quelque chose comme ça. Hein. On t'a dit tiens, c'est ça? Ouais. En fait, si tu veux, je suis partie vivre à l'étranger et quand je suis revenue, j'ai vécu 2 ans aux États-Unis et mon retour a été très difficile psychologiquement parce que je savais pas quoi faire de ma vie et du coup je suis partie en vacances avec mes parents au Club Med. Ils m'ont payé une semaine et arrivé là-bas, en fait, si tu veux, j'ai rencontré le chef de village qui m'a clairement dit que j'avais le profil en fait pour intégrer l'équipe de Géo, qui ça veut dire gentil organisateur. Et du coup je suis partie directement avec eux. Et donc, dans mon village, en fait, mon chef de village m'avait dit il faut absolument que tu te lances dans le fitness, t'as vraiment le profil. Et moi, j'avais dit mais pas du tout. Moi, je suis une gymnaste. Tu m'enfermeras jamais dans une salle entre 4 murs en train de faire tata yo-yo devant un miroir, faire des cours d'abdos fessiers. Et enfin, en tout cas, c'est l'image que j'avais, hein. Et au final, écoute, ils m'ont payé la formation. Ils m'ont dit, tu y vas. Si ça te plaît, tu nous suis. Si ça te plaît pas, ben, je me serai gourée. Et au final, j'ai eu une révélation. Je suis partie en formation à Vittel et j'ai fait les formations Les Mills. Je sais pas si tu connais. Donc, les body pump, body attack, body combat, body jam, tout ça. Tous les concepts. Et, dès le premier jour, et ben écoute, j'avais jamais appris quoi que ce soit, mais si tu veux, on a eu un cours de step et on a eu un cours de body pump, je crois. Et en fait, j'avais déjà un peu la fibre de l'animatrice, c'est-à-dire que la musique, j'avais le tempo musical, c'était inné. Moi, j'adore la danse, donc forcément, voilà. L'animation, j'adorais ça, le fait d'être face à un public, d'enseigner, de partager. Le good vibes en fait, tu vois, le good vibes du sport, et j'ai remis un pied là-dedans. Ça m'a rappelé aussi un petit peu la gym, le fait de se dépenser, de bouger en fait, et du coup c'est parti de là, et après j'ai jamais décroché, et ça a fait que du crescendo parce que j'ai voulu faire toutes les formations inimaginables dans le milieu du fitness. Et quand je suis arrivée à Paris, et ben écoute, je crois que il n'y a pas une seule formation que j'ai pas faite. C'était quoi la pire formation? La pire formation que j'ai faite? Ouais. Franchement, écoute, j'ai pas envie de te dire la pire. Peut-être que celle qui me correspondait le moins. Elle est forte. Toi, tu te mets personne à dos. Voilà. Non, parce qu'en vrai, je me suis quand même éclatée, mais j'ai pas duré longtemps. Ça a été la Zumba. Oh putain, ça a cartonné pendant des années, ça. Exactement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'entend plus trop parler, mais. Ça marche encore, hein. Détrompe-toi, il y a des milieux, il y a des secteurs qui cartonnent. D'ailleurs, j'ai une copine, Clotilde, qui est toujours à fond là-dedans et qui cartonne. Mais si tu veux, j'ai passé cette formation parce que je voulais encore une certification dans le milieu du fitness. Je me suis quand même amusée pendant tout le week-end de la formation. Je l'ai eu. Ça m'a permis, si tu veux, d'enseigner la Zumba. En fait, à chaque fois que tu avais des certifications ou des formations supplémentaires à Paris, ça te permettait d'avoir plus de jobs, plus de taf. Et du coup, plus de taf, ça te permettait d'avoir un CV beaucoup plus construit et beaucoup plus volumineux, qui te permettait d'augmenter tes tarifs et de travailler un petit peu de partout. Et du coup, je surfais sur la tendance, quoi. Donc, j'ai quand même fait cette formation de Zumba où, oui, clairement, c'était drôle. Ça me correspondait pas forcément, même s'il y a le côté danse que j'adore. Mais écoute, voilà, on va dire que c'est celle qui me correspondait le moins. Et il y en a beaucoup à l'époque, en parlant de la Zumba justement. Alors, c'était beaucoup de coachs. Je sais pas s'il y avait une espèce de conflit d'intérêt aussi sur le fait que ça montait et qu'il y avait de la concurrence qui se mettait en place, mais j'en entendais beaucoup à l'époque. Il y a entre 5 et 10 ans qui disaient que la Zumba c'était une catastrophe parce que ça mettait en fait une certaine forme de grand public féminin surtout au sport, ce qui est jusque là très bien, mais avec une intensité basse.
Enfin, non, mais ouais, enfin, qui n'avaient pas assez de, qui étaient des débutants, tu vois, et qui se mettaient à la Zumba, qui était quelque chose de très intense et qui était assez, qui se menait souvent à la blessure, quoi. Mais alors, en tout cas, ce que tu penses, c'est ce que je pensais à l'époque et c'est ce que je pense encore aujourd'hui. Après, je t'avoue que, en tout cas, moi, quand j'ai fait cette formation, on était sur le gros buzz de la Zumba dans le monde. Il y avait des séminaires, il y avait des voyages à gagner avec Beto, le grand mec qui avait créé la Zumba. Ça ramenait énormément de personnes et ça ramenait surtout des personnes qui n'osaient pas pousser la porte d'une salle de sport, des personnes qui étaient pas bien dans leur peau. Si tu veux, ça crée comme une communauté, comme le CrossFit, où c'était des gens, on va dire, oui, des gens qui faisaient pas de sport, qui étaient pas du tout attirés par l'intensité ou par le mouvement fonctionnel, mais qui avaient besoin et envie de bouger. Donc les gens pensaient évidemment qu'ils faisaient du sport, mais mine de rien, c'était quand même du mouvement, hein. Donc pendant 3/4 d'heure, 1 heure, bon ben voilà, il y avait 2-3 pas à droite, 2-3 pas à gauche, on levait les bras, on criait, on bougeait un peu le bassin. Oui, c'était un petit peu mal vu quand tu faisais du sport comme moi je faisais du body attack ou du crossfit. On se disait mais ça c'est pas du sport hein les gars, c'est juste tu t'actives, tu gigotes. Oui, c'était un concept, si tu veux, ça se faisait critiquer comme le CrossFit s'est fait critiquer, où on pensait que ça allait juste surfer sur la vague et qu'au bout de 2 ans, ça allait s'estomper. Ça s'est estompé, mais je trouve que quand même, ça existe encore, quoi. Ça existe. Tu sais, ma mère, elle adorait la Zumba. Non mais. Pourquoi pas? Oui, ben c'était fun, c'était ludique, c'était pas prise de tête, voilà. Après, comme je disais maman, c'est pas avec ça que tu vas avoir des résultats, hein, soyons honnêtes. Voilà. Ouais, bah ça dépend, j'imagine. Alors, moi, c'est vrai que je connais pas trop. Tu sais, peut-être que j'ai regardé 2-3 vidéos sur la Zumba. Bon, on verra. Et alors, qu'est-ce qui, parce que quand on t'a dit, t'as un profil qui est fait pour le fitness. Oui. Alors que toi, pas du tout. Tu pensais pas du tout. Pas du tout. Il parlait de quoi? Il parlait des compétences athlétiques, physiques? Bah, je pense que quand on m'a dit ça, si tu veux, voilà, j'avais intégré déjà le Club Med, j'ai travaillé à la boutique, donc j'étais vendeuse, hein, clairement. J'étais aussi hôtesse d'accueil, donc je disais bonjour et bon appétit à tous les repas du restaurant des Club Med. Et si tu veux, je faisais déjà partie de tous les spectacles du soir dans le Club Med, et j'étais toujours hyper motivée, c'est-à-dire que quand il y avait des spectacles, j'étais la première à lever la main, j'étais la première à vouloir être devant, j'étais la première à vouloir apprendre les chorégraphies, à avoir le smile, à avoir de l'énergie. Et si volontaire, tu veux, quoi. Ouais, j'étais motivée, j'étais volontaire, j'adorais bouger, j'adorais danser, j'avais la patate. Et du coup, c'est mon chef de village qui m'a dit t'as rien à faire dans la boutique, il faut vraiment que tu sois dans un environnement beaucoup plus dynamique, avec une interaction avec un public. Et c'est lui qui m'a proposé ça. En plus, il me dit, mais tu as fait de la gym? J'ai dit, oui, j'ai fait de la gym. Mais j'ai jamais relié la gym avec le fitness, en fait. Et si tu veux, quand j'ai arrêté la gymnastique, c'était pas un sport qui me dégoûtait. C'est juste que j'avais fait 17 ans de gym et que j'arrivais à bout. J'étais fatiguée. J'avais vraiment tout donné dans mon club de gym en tant que gymnaste et en tant que prof de gym. J'avais donné 90% de toute ma vie à mon club de gym. C'est-à-dire que j'avais pas de vie. Ma vie tournait autour de la gymnastique. Donc, j'avais eu un espèce de burn-out et donc, je voulais pas forcément revenir dans le milieu du sport. Mais bon, en tout cas, toutes les rencontres que j'ai faites m'ont amené à chaque fois vers une étape supplémentaire et à chaque fois, c'était la bonne, quoi. Et t'avais pas du tout d'Instagram, là, si? Ah, pas du tout. Pas du tout. Donc, alors, attends, oui, il y avait les téléphones. Oui. Il y avait le. C'est là que tu te dis que on est vieux. Non, j'avais déjà le téléphone, j'avais pas les réseaux. J'ai découvert le premier réseau social que j'ai eu, c'était quand je vivais aux États-Unis. J'avais le Skyblog. Je sais pas si ça te parle. Ah bah ça me parle. J'en ai eu un. C'est vrai. Il existe toujours. Personne ne saura le nom. Et par contre, si tu veux nous donner le nom, je le laisserai en description. Hein. Mais écoute, la dernière fois, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé, alors qu'il y a quelques mois, je l'avais retrouvé. Non, c'était Skype. C'était pas un truc du style Jessica for Life, blog, My Life, un truc comme ça. Non, c'était, je crois que c'était, c'était American Jessie. Et donc, c'était Jessica aux États-Unis, quoi, tu vois. Donc, americanjessie.skyblog ou après, je crois que c'était .skyrock.com. Ouais. Et déjà là, j'exposais déjà, on va dire, mon quotidien et mon aventure surtout.
mon aventure aux États-Unis. Et ça, c'était incroyable. Donc, j'avais pas les réseaux sociaux. Alors, encore moins au Club Med. Hein, t'as pas le droit d'avoir ton téléphone au Club Med. Parce qu'en fait, on fait que travailler. Hein. On travaille entre 15 et 16 heures par jour, hein, faut savoir. Et après, après, j'ai découvert les réseaux vraiment quand j'ai vécu à Paris. Donc, beaucoup plus tard. Donc t'es vraiment l'exemple de plusieurs vies en fait, plusieurs vies dans une même vie finalement, parce que on se dit, on voit ton compte Instagram et puis on voit les photos et puis les compétitions que tu fais, on a un peu l'impression que c'est le sport d'une vie, surtout avec alors t'as dépassé les 100 000 abonnés il y a pas longtemps, donc on se dit tu vois elle a tout construit depuis les débuts. Ça et alors non, c'est arrivé tard quoi. Enfin c'est arrivé tard, c'est arrivé après. Ouais. Oui, puis c'est arrivé après, puis en plus c'est arrivé, je dis pas par hasard, mais c'était pas volontaire. Hein. J'ai jamais voulu alors pas exposer ma vie sur les réseaux, mais j'ai jamais voulu travailler sur les réseaux, j'ai jamais voulu exposer mes pseudo-exploits ou c'était juste avec mes amis, parce que quand Instagram a débarqué, c'était, tu sais, juste entre tes potes. Enfin, en tout cas, moi, à l'époque, j'avais 15 amis. C'était pour relier mes amis aux États-Unis, en Europe, en France, parce que vu que j'avais pas mal voyagé, j'avais du monde que je connaissais un petit peu de partout. C'était vraiment pour relier mes potes, quoi. Ok. Et donc, quand tu rentres dans le milieu du fitness, tu fais plusieurs formations, t'es diplômé. C'est quoi tes influences? Qui c'est que tu regardes? Qui c'est que à qui t'aimerais bien ressembler? Tu sais, j'ai fait le comparatif avec Thibaut InShape pour rigoler un peu tout à l'heure, parce que t'as fait le switch avant lui. Enfin, le switch, ton parcours, il est situé avant d'un point de vue chronologique. Alors écoute, quand je débarque dans le fitness, donc je passe mon diplôme en fait sur Avignon, et à l'époque je connais personne, je connais vraiment pas du tout le milieu. Donc j'ai un formateur qui est ultra connu à l'époque en France, qui s'appelle Lionel Lacola, et qui me forme sur la partie, je sais pas si tu connais, mais on appelle ça nous les cours collectifs. Attends, pardon, il y a la moto qui passe. Voilà. T'as une Formule 1, t'as Formula One. Ouais, j'avoue, dans mon village il y a une Formule 1 quoi. Donc à l'époque je fais les cours collectifs, donc STEP, LIA, tu sais, les cours collectifs en fait. Ouais. Et donc cette personne est ultra connue en France, monte sur des estrades avec un micro devant des milliers de personnes à travers le monde, et en fait c'est déjà mon inspiration. C'est-à-dire que moi je me projette et je me dis j'aimerais bien faire comme lui, voyager, enseigner, échanger, voilà, pratiquer, etc. Donc lui c'est déjà une première source. Après on fait beaucoup de séminaires et de conventions dans le fitness. Donc, il y a des personnalités qui m'inspirent. Par exemple, je pense à un ami à moi qui s'appelle Morgane Moreau, qui aujourd'hui a lâché le fitness justement pour se mettre au CrossFit après moi. Et donc, c'est marrant parce qu'à l'époque, lui, c'était une star dans le fitness. Il faisait beaucoup de conventions de freestyle à travers le monde, en Chine, etc., de partout en Europe. Et déjà, moi, là, j'étais fan de lui parce qu'il bougeait trop bien, il dansait, il y avait beaucoup de monde autour de lui. C'était incroyable ce qu'il faisait, et je lui demandais des autographes. Et des années plus tard, quand moi je suis dans le CrossFit, il revient me voir en me disant je veux me mettre dans le CrossFit, est-ce que tu peux me former quoi. Donc c'est fou parce que depuis on est potes maintenant, et il fait des compétitions, il a ouvert des salles de CrossFit, enfin bon bref, c'est marrant. Et après j'ai une personne qui m'inspire dans le milieu du fitness quand je découvre le Body Attack, qui est un cours cours collectif où tu fais clairement des acrobaties sur place. Tu sais, des montées de genoux, jumping jack. C'est inspiré d'un sport qui s'appelle la gymnastique acrobatique. Et donc, la créatrice du Body Attack s'appelle Lisa Osborne. Et en fait, cette femme, qui a plus de 50 ans aujourd'hui, fait du CrossFit et est la créatrice du Body Attack. Et si tu veux, déjà, le Body Attack et le CrossFit, déjà, ça va pas ensemble. Parce que c'est deux univers différents. Le CrossFit critique le fitness, à l'époque où moi j'y suis. Le fitness critique le CrossFit. Et si tu veux, elle est un peu entre les deux. Et ce qui est fou, c'est que c'est une star dans son milieu. Elle est en Nouvelle-Zélande. Elle est juste incroyable. C'est une femme qui a plus de 50 ans, qui a 2 gosses et qui déferle les foules. Et en même temps, elle va participer. Tu vois qui c'est ? Bah, je regarde en même temps là. Sur et en même temps, ce qui est fou, c'est qu'elle va participer au CrossFit Games dans sa catégorie, quoi. Et ça, c'est juste incroyable. Donc moi, si tu veux, elle m'a vachement inspirée. J'ai fait des formations avec elle. Voilà, si tu veux, je voulais devenir la nouvelle Lisa Osborne quand j'étais à Paris.
Je voulais donner des séminaires de body attack. Je voulais être sur les estrades à travers le monde. C'était une discipline qui me correspondait bien. C'était très cardio, c'était très athlétique, c'était très carré. Ça me rappelait vraiment la gymnastique. Et j'ai donné de ces cours pendant des années. Donc voilà, ça m'a vachement inspirée. Et c'est une fille qui m'inspire encore aujourd'hui parce que elle a eu beaucoup de bobos. C'est une maman, c'est une femme, c'est une entrepreneur. Elle a une société. Elle gère toujours le body attack. Elle fait, voilà, c'est une femme très accomplie. Et en tout cas, moi, c'est une fille qui m'inspire énormément. Ça, c'est dans mes débuts, je te parle. Ok. Je vois là les photos, c'est assez impressionnant. Ouais, elle est impressionnante. Et puis, tu vois bien qu'elle est pas toute jeune. Et en même temps, tu lui donnes pas 50 ans, quoi. Non, je sais pas ce qu'elle mange, pour être honnête, parce qu'il y a des photos. Il y a des photos, c'est assez impressionnant. Mais Ouais. ok, Lisa Osborne, je connaissais pas. Et alors, est-ce que le milieu comme ça, des cours co, parce que ça, tu vois, c'est pas trop je connais pas du tout. Ouais. J'ai fait beaucoup des dizaines et dizaines d'épisodes sur un peu le monde du fitness, de la musculation, du bodybuilding, du culturisme, Ouais. la culture physique, tout ça. Très peu finalement, j'ai rarement parlé de cours collectifs, ou en tout cas le monde, tu sais, du cours collectif en club de sport. Ouais. Alors, on disait aussi beaucoup que c'était saturé. Alors, saturé dans C'est quoi quel l'ambiance? sens? Déjà qu'il n'y a plus beaucoup de place. Ah, pour les coachs, tu veux dire? Pour les coachs, ouais. Pour les coachs, et que c'était... ouais. Alors, je suis plus du tout dans le milieu du fitness maintenant. À l'époque. Ouais. En tout cas, moi, à mon époque, il y avait quand même. Alors, je t'avoue que déjà, moi, pour rentrer dans les clubs de fitness, quand j'étais sur Paris, j'ai mis plusieurs mois. D'abord, personne ne me connaissait. J'avais juste mon brevet d'État, donc j'avais pas d'autres formations. J'avais pas trop d'expérience. Voilà, j'étais personne, donc j'ai mis du temps à trouver une place du travail parce que effectivement, il y avait déjà beaucoup de monde. Après, une fois que j'ai réussi à rentrer là-dedans, oui, c'est vrai que déjà les places étaient serrées. Et puis il y avait de plus en plus de coachs quand même compétents. Et il y avait aussi beaucoup de coachs lambda, c'est-à-dire tu fais ta formation, tu t'arrêtes à ça, tu rentres, tu as ton petit salaire fixe, tu donnes tes cours de abdos fessiers 4 fois par semaine et tu travailles 6-7 heures par jour. En fait, sans trop te prendre la tête, finalement, tu peux avoir un CDI assez facilement dans un club de sport. Après, quand je suis partie, là, je pense à aujourd'hui, maintenant, le problème qu'il y a eu, c'est le Covid déjà. Et effectivement, je pense qu'il y a toujours du monde dans les salles de fitness, mais il y a un peu un essoufflement, je pense, sur les cours collectifs, parce que les gens, il y a plein d'autres disciplines en fait maintenant. Tu vois, il y a les sports extérieurs, il y a le CrossFit, il y a plein de nouveautés qui sont arrivées. Il y a aussi le fait que les gens ont surfé sur les coachs des réseaux, le fait que tu puisses faire du sport à la maison, des programmes sportifs en ligne, des choses comme ça, parce que t'as pas le temps d'aller dans les salles de sport. Donc ouais, c'est saturé, oui, mais quand je vois les écoles, les formations, il y a énormément de monde, quoi, encore. Par contre, il est vrai qu'en sortant de formation, les coachs ont du mal à trouver du travail. Effectivement. Et la grosse critique que j'avais entendue, je crois aussi que c'était, je l'avais entendue de la part de Frédéric Delavier, sur les cours collectifs, c'était un peu une hérésie finalement, parce que personne n'est au même niveau, de manière générale, personne n'a la même configuration. Génétique, n'est fait pareil, n'a les mêmes compétences, etc. Et en fait, sur un cours, on va mettre tout le monde à faire la même chose, sur des exercices qui potentiellement sont pas adaptés pour l'un, sont adaptés pour l'autre. Est-ce que tu l'as entendu ça? Tu l'as... Alors moi je l'ai vécu déjà. Tu l'as vécu. Puisque quand j'étais prof de fitness et que j'ai débarqué dans le CrossFit, c'est que j'ai on va dire appris un nouvel enseignement du coaching. Ce qui m'a frappé, c'était effectivement le manque d'adaptation sur les cours co. C'est-à-dire que le message, en fait, si tu veux, nous on apprenait un cours par cœur. Là, je parle pour les Smiths. Que ce soit les Smiths ou un autre cours, en fait, le concept c'est tu crées ton cours et par exemple si je te dis on fait une planche, eh ben la planche elle est générale, c'est-à-dire que tout le monde doit faire la même planche. Or c'est vrai que le métier de prof de fitness dans les formations ne s'est pas encore adapté
au public. C'est-à-dire que quand on a un public devant soi, si on a un cours entre 20 et 50 personnes, effectivement, il y a 50 personnes différentes. Il y a des gens qui peuvent pas, par exemple, se mettre sur les coudes ou sur les mains pour une planche parce que, je sais pas, quelqu'un a de l'arthrose ou des problèmes, enfin, peu importe, voilà. Mais si tu veux, on n'a pas le temps, quand on rentre dans les cours collectifs, on n'a pas le temps de discuter avec les gens, d'échanger, de prendre en compte leurs besoins, leurs envies et d'adapter notre entraînement à eux. Pourquoi ? Parce que le cours il dure qu'une heure, qu'il y a 50 personnes face à nous, qu'il y a un cours à faire, que si c'est les Smiths, il faut dérouler une chorégraphie sur une musique et qu'on doit dire certaines consignes à tel moment et on n'a pas le temps, si tu veux, de se déplacer dans la salle, d'aller corriger les gens. C'est vrai que pour moi c'est le point à faire évoluer dans le milieu du fitness, dans les formations, quoi. Clairement. Mais est-ce que tu as vu des gens blessés ? Est-ce que tu as vu les conséquences de ça, par exemple, sur oui. Des habitués ? Ouais. Alors déjà, la première chose qu'on voit quand on est prof de fitness, en tout cas, là, je te parle de mon expérience, je parle pas des autres. C'est ce que moi, j'ai vu et vécu à l'époque où j'étais encore dans les gros clubs parisiens. La première chose qu'on voit, c'est que les gens n'évoluent pas. C'est-à-dire qu'ils ils ont beau faire 5, 10, 15 heures de fitness par semaine, leur physique ne bouge pas. Leur morphologie n'évolue pas et leur quotidien, si tu veux, leur hygiène de vie, y a rien qui se passe. C'est-à-dire qu'ils mangent toujours de la merde, ils dorment toujours aussi mal, ils bossent toujours comme des abrutis à fond la caisse sans aucune pause. Enfin bon, si tu veux, il y a plein de paramètres qui sont pas pris en compte. Et ils pensent que en faisant 5 cours de body pump par semaine, il va se passer quelque chose. Donc ça, c'est la première chose. Ce qui est beaucoup, parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui en fassent 5 fois par semaine. Je pense que la majorité, ils vont 1 à 2 fois. Ouais, alors moi, crois-moi, à Paris, ils venaient tous les jours. Ah ouais. Ah oui. Horrible. Putain, mais alors de là à venir tous les jours et à pas bouger dans son... Enfin, oui. Ça dépend le niveau de base, mais tu te dis... Après, les blessures, oui, beaucoup de bobos. Alors, c'était pas des bobos... dramatique, tu vois. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient... en tout cas, moi, dans ce que j'ai vécu, mon expérience, c'était les personnes qui avaient beaucoup de douleurs au niveau des genoux, épaules, donc au niveau des articulations, pour la simple et bonne raison que les gens ne font jamais de mouvement fonctionnel avec une amplitude complète. Ouais. Et du coup, à force de faire 300 quarts de squat... au bout d'un moment, les genoux, ils aiment pas ça. Le dos, il aime pas ça. Donc, il y a eu des problèmes de dos aussi. Après, des grosses blessures, franchement, dans le milieu du fitness, c'est quand même très limité parce que justement, le concept du fitness, c'est quand même de l'animation et c'est quand même, on va pas détruire les gens. Tu vois ce que je veux dire ? On va leur faire des jumping jacks, des planches, des mountain climbers. Ça reste des mouvements assez simples. Voilà, c'est pas des mouvements fonctionnels avec de la charge, avec de la très, très, très haute intensité. Donc, des grosses blessures, j'en ai jamais vu, mais des blessures, oui. Moi, j'étais blessée. Moi, j'avais des débuts d'arthrose dans les genoux à force de faire des cours de body attack parce que j'avais que des cours à impact sur place. Parce que je sautais sur place pendant 1 heure tout le temps. Je donnais des cours, je faisais, je sais pas moi, je crois que je travaillais entre 6 et 8 heures par jour et les cours à impact, j'en faisais entre 1 et 3 heures par jour. C'était énorme. Ok, donc tu finissais par avoir des douleurs dans les genoux, quoi. Ouais, genoux. Voilà, c'était surtout ça. Sinon, j'avais rien de particulier qui me gênait. Les chevilles un petit peu, mais. Et alors, est-ce que tu es en train de nous dire, en dehors de ces blessures-là, est-ce que tu es en train de dire que ces cours de fitness, finalement, ils sont quasiment inutiles pour évoluer, pour changer ? Alors, je vais pas dire ça parce que je vais me faire des ennemis. Oui. Alors, comment dire ça ? C'est pas inutile parce qu'il y a des gens qui aiment. D'abord, il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui aiment le fitness. Il y a des gens qui aiment aller dans les salles de sport. Ça leur fait du bien oui, mentalement. Il y a quand même pas un dépassement de soi, mais une dépense déjà. Exactement. Il y a quand même une dépense. C'est juste que il faut toujours se dire c'est quoi vos objectifs. Si ton objectif c'est d'être bien dans sa tête et plus ou moins bien dans son corps, sans forcément changer quoi que ce soit, une activité physique, même si c'est que du fitness, ça suffira. Tu vois, si c'est 3 séances par semaine,
Si tu fais 1 heure de cours collectif, tu vas faire 1 heure de tapis plus 1 heure de musculation sur des machines guidées. Pour moi, c'est tout petit, c'est bénin, tu vois, c'est le strict minimum. Mais au moins, tu bouges. Voilà. Après, si tu veux changer quelque chose à ta vie, à ton physique, si tu veux des vrais résultats, si tu veux booster ton métabolisme, si tu veux avoir une meilleure santé, pour moi, c'est pas suffisant. Clairement, c'est pas du tout suffisant. Ok, mais alors, tu vois, si je prends l'exemple de quelqu'un lambda qui se décide d'aller 3 fois faire un cours Les Mills par semaine, il y a une certaine dépense calorique si rien ne change à côté. Si aucune modification sur l'alimentation, sur le sommeil, sur le rythme de vie, si ça reste exactement pareil, il va y avoir quand même mine de rien une dépense calorique, donc un déficit qui va se faire. Donc, j'imagine que par conséquent, il y a quand même une petite perte de poids qui peut s'effectuer. Eh ben, après, tout dépend de d'où la personne part. Si la personne, elle part, elle est vraiment en surpoids, qu'elle a jamais fait d'activité physique, qu'elle sait pas trop comment se prendre en main, le fait déjà d'engager, de pousser la porte d'une salle de sport et de faire 2-3 heures de cours de fitness dans la semaine, effectivement, ça sera déjà pris. Mais franchement, il y a tellement mieux. Il y a tellement plus intéressant, plus optimal, plus efficace. Pourquoi pas directement pousser la porte de alors ça peut être une salle de CrossFit, ça peut être des cours avec un personnel trainer, des studios de coaching, il y en a de plus en plus, tu vois, des gens qui ont les compétences nécessaires pour permettre à la personne de l'accompagner. C'est vraiment un accompagnement et pas juste une interaction entre je suis sur mon estrade et j'ai 50 personnes devant moi et je connais même pas ton prénom. Tu vois, c'est juste ça, en fait. C'est juste l'accompagnement, comment il est, en fait. Dans le milieu du fitness, de tous les cours que j'ai enseignés, je crois sincèrement que j'ai jamais retenu un prénom d'un de mes adhérents. Alors que dans le milieu du CrossFit, mais j'étais obligée. Les personnels arrivaient, on se présentait, bonjour, quel âge as-tu, d'où tu viens, est-ce que tu as des pathologies, est-ce que tu as des bobos, quels sont tes objectifs, eh bien aujourd'hui on va attaquer par ça, moi je te conseille ça, etc., etc. Juste comme ça, pour info, à combien tu jugerais la dépense calorique d'une session de body pump ou body attack? Ah, j'avais déjà fait, je crois qu'on est sur ça dépend évidemment le poids de la personne et l'intensité qu'elle va mettre sur son cours de body pump. Si je prends, on va dire, quelqu'un de normal, on va être, je sais pas, entre 1500 et 1800 calories. Le cours de body attack ou le cours de body pump, c'est énorme, hein. Moi, ça m'est arrivé Oui, mais si tu veux, c'est de l'eau. C'est que de l'eau que tu perds. c'est nul. C'est pas. Si tu veux, on va pas taper dans les fibres, on va pas taper dans les muscles profonds, on va pas. Enfin, c'est pas. En fait, si tu veux, quand moi je donnais tous mes cours de fitness, je donnais beaucoup de cours de body pump, body attack. Donc déjà, j'avais un physique d'une entre guillemets ce qu'on peut appeler une prof de fitness. Voilà, j'étais, on va dire, tonique. Exactement. J'étais pas athlétique, j'étais pas sculptée, mais j'étais tonique. Donc j'arrivais, si tu veux, je subissais pas mes cours, je me sentais vraiment en forme. À partir du moment où j'ai attaqué le CrossFit, c'était entre les deux, c'est-à-dire que je donnais tous mes cours de fitness et j'avais déjà attaqué 2-3 séances de CrossFit par semaine. Donc ça représentait même pas 3 heures de CrossFit par semaine. Mmh. Mon corps s'est métamorphosé. Après, j'arrivais dans mes cours de fitness, les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu sèches? Pourquoi tu es de plus en plus sculptée? Pourquoi tu es de plus en plus forte? Pourquoi tu sautes de plus en plus haut? Et en fait, si tu veux, je gagnais en qualité physique, chose que j'avais jamais fait finalement dans le fitness. Et il est là le déclic, si tu veux. J'avais beau faire entre 25 et 30 heures de cours de fitness par semaine. Il m'a fallu juste 2-3 heures de CrossFit par semaine pour avoir un changement physique. Et ça, alors, c'est fou. Tu t'es pas intéressé entre les deux, par exemple, à la musculation pure et dure, là, à soulever des poids, faire des squats en rajoutant du poids, peut-être pourquoi pas te lancer une carrière dans le bikini fitness
Jamais. Alors, bah, franchement, ça m'a jamais inspiré. Déjà, quand j'étais en formation BP, le soulever des poids ne m'intéressait pas. Faut pas oublier que je suis gymnaste, donc je ne bouge qu'avec le poids de mon corps. Donc, j'étais jamais inspirée par soulever du poids. Le body pump, tu vois, j'étais pas trop. Pourtant, j'étais pas si mauvaise que ça. C'était un concept qui m'allait bien parce que j'étais grande, j'étais tonique. Donc, si tu veux faire un peu des épaulés jetés avec une barre de 5 kilos, si tu veux, le concept m'allait bien. Mais j'étais pas inspirée, j'aimais pas la sensation que me procurait j'aimais pas ce que ça me procurait. Ça me faisait mal, ça me brûlait les cuisses, donc j'aimais pas ça. Quand j'ai attaqué le CrossFit et qu'ils m'ont demandé de rejoindre l'équipe, j'avais bien dit, moi je vous préviens, je veux bien faire les cours de CrossFit, faire l'enseigner, je veux bien pratiquer en faisant de la gym et du cardio, mais je ne veux pas soulever de poids. Je ne voulais pas. C'est marrant parce que... Oui, c'est marrant. Et après, je disais, mais non, je veux pas que mon corps il change. J'aime pas la sensation que ça me fait mal. J'étais dans le concept, moi, fun, sport fun en fait. Ouais. Et du coup, quand j'ai commencé à faire du CrossFit et que en même temps, je donnais mes cours de fitness, les gens d'eux-mêmes me disaient, mais c'est incroyable le corps que tu es en train de te construire. Et je disais, bah en fait. C'est pas que le fitness ne me sert à rien, mais ça n'a rien à voir. C'est de l'animation là qu'on fait, c'est du fun, c'est ludique, c'est du sport plaisir, c'est du sport loisir. Là, le CrossFit, au-delà du fait qu'après j'ai touché à la performance, on était sur du concret, c'est-à-dire il y avait vraiment un changement corporel en termes de métabolisme, de musculature. C'était vraiment incroyable, quoi. Mon corps changeait et mes perfs s'amélioraient et ma santé s'améliorait. Mes articulations, mes bilans sanguins, ma nutrition qui a énormément évolué aussi. Donc, je pourrais jamais. Je ne peux que remercier le CrossFit pour ça. Hein. Comment elle a évolué ta nutrition alors ? Je pense que je vais te dire ce que je mangeais avant, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas le croire. Hein. Quand j'étais prof de fitness et depuis petite, mes repas c'était petit-déj à coups de cappuccino en poudre, avec des tartines de pain à riz avec des pépites de chocolat plus du Nutella. Le midi, c'était des pâtes. Le soir, c'était des pâtes. Voilà. Mes repas, c'était ça. Il n'y avait pas de fruits, il n'y avait pas de légumes, il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de poisson. Ou alors, c'était vraiment très, très, très léger. Et si tu veux, quand j'ai atterri dans le CrossFit et surtout quand je me suis mis à la compétition, on a boosté plein de choses chez moi. On s'est dit, OK, avec mes entraîneurs, on s'était dit, bon, ben, OK, on développe tes qualités physiques. On va essayer d'aller un petit peu plus loin et d'aller attaquer sur la nutrition, sur la récupération, le sommeil, tout ça. Et quand j'ai évolué sur la nutrition et qu'il a fallu booster tout ça, en l'espace de, je pense que ça a pris 6 à 8 mois. En l'espace de 6 à 8 mois, j'étais métamorphosée. Mais juste parce que, si tu veux, j'avais intégré, déjà j'avais dégagé tous les trucs inutiles. Donc, les sucres rapides, les féculents inutiles, enfin, les glucides qui étaient pas importants, et j'avais intégré forcément des nutriments beaucoup plus utiles à mon sport, qui me permettaient de tenir ma journée, qui me permettaient d'être performante, qui me permettaient de bien récupérer. Voilà. Donc ça a mis un peu moins d'1 an, mais depuis je stick to it, quoi. Tu vois, je reste là-dessus, quoi. C'est marrant parce que ce switch, généralement, ce changement ou cette prise de conscience alimentaire comme ça, il se fait souvent quand on passe à la musculation, quand on a fait un sport ou même qu'on n'a pas forcément de sport, qu'on fait un peu de musculation et qu'on commence à s'intéresser. Je pense que j'ai eu beaucoup d'invités comme ça dans ce même concept, et je pense que beaucoup des auditeurs qui pratiquent ou ont pratiqué la musculation se reconnaissent dans ça. C'est que quand tu commences à pousser le truc, tu veux commencer à bien t'alimenter parce que tu sais que ça va mettre tout en phase dans tes progrès, tu vois, physiques, hein, oui. dans la musculation. Toi, ça te l'a fait avec le CrossFit finalement, pas tant dans un objectif esthétique, mais plus dans un objectif de performance. Non, j'ai jamais regardé. C'est pas que ça serait mentir de te dire que j'ai jamais regardé mon physique en essayant d'avoir des résultats.
évidemment que, comme n'importe quelle personne qui se respecte, j'ai envie non seulement d'être en forme, mais de ressembler à quelque chose, en tout cas à un aspect qui me convient. Donc j'ai toujours voulu être plus ou moins fine, avoir voilà, un ventre assez plat, des bras musclés, des fessiers bombés. Enfin, oui, c'est dans ma culture, c'est comme ça que moi j'ai envie d'être. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé le CrossFit et que j'ai vu que la nutrition ça boostait aussi mon physique, évidemment, comme tu dis, j'ai voulu continuer et voir jusqu'où j'étais capable d'aller. Et c'était agréable, si tu veux, à regarder quand on voit que son corps il change et que oui, on atteint des objectifs qui rentrent dans les cases que tu t'es fixé, quoi. Donc on t'a déjà dit attention, tu vas être trop musclé ou t'es trop musclé ou tu rentres pas dans les cadres. Sujet que dont j'avais discuté. Alors, je sais pas si tu connais peut-être Maëlys Lafrogne, qui est coach sportive et en même temps ostéopathe et qui a un physique assez impressionnant dans le sens où elle est quand même voilà, elle est assez volumineuse mais naturelle, hein, je précise. Oui. Et donc il y a tout ce truc là aussi chez les femmes de se dire attention, toi-même, est-ce que tu as eu peur de dire le truc c'est ah non mais je veux pas faire de musculation, je vais ressembler à Arnold, je veux pas être trop musclé. Alors moi je l'ai eu surtout dans la transition fitness CrossFit, puisque vu que on va dire que tout mon environnement c'était le fitness, tous les gens du fitness me disaient mais tu vas te mettre au CrossFit, tu vas ressembler à rien, tu vas doubler de volume, tu vas avoir tes épaules triplées, tes trapèzes, tes cuisses et tout. Et en fait moi personnellement j'ai jamais écouté les gens, si tu savais comme je m'en fous, mais j'ai quand même eu quelques remarques, quelques critiques, c'est vrai. Et puis finalement, je pense que ma morphologie fait que c'est assez bien tranché, c'est-à-dire que je suis ni trop musclé, ni trop léger. J'ai un profil, si tu veux, il y a des gens qui vont te dire que je suis trop musclé, il y a des gens qui vont te dire pas du tout. Quand tu parles avec les gens du CrossFit, ils vont te dire bah Jessica finalement, elle est pas si tankée que ça. Alors qu'il y a des gens du fitness, ils vont te dire mais c'est monstrueux, c'est pas joli. Les gens ils seront jamais satisfaits, mais je m'en fous. L'important, c'est comment moi je me sens, comment je me vois et ce que je suis capable de faire, quoi. T'es grande aussi, non? Oui. T'es grande. 1m74. Ouais, donc c'est grand pour une fille. Enfin, en tout cas, on fait la même taille, donc on va dire que t'es grande. Oui, je suis un peu au-dessus de la moyenne, c'est vrai. Non, mais ouais, ok, non, mais j'aurais presque pensé plus, tu vois, entre 75 et 80. Je sais pas, sur les photos qu'on peut voir de toi, je pense que t'as l'air plus grande. Élancé, ouais, enfin, il y a un sentiment de comme si t'étais très élancé. Mais en vrai, 74, t'es quand même grande pour une fille. Oui, non, mais après, je suis grande. C'est vrai qu'on me dit souvent, ouais, t'es grande, t'es élancée. Après, si tu veux, pour les gens du fitness, je suis beaucoup trop musclée parce que c'est vrai que j'ai une masse musculaire qui est beaucoup plus volumineuse comparée à quand je faisais du fitness. Et après, quand tu regardes un peu, là, par exemple, ce week-end à la compétition où j'étais, je fais partie des plus fines, quoi. Donc, je veux dire. Non, mais tout est question de comparaison, quoi, et de comparaison et d'image. Je veux dire, voilà, évidemment que je me suis déjà pris des remarques, mais c'est pas grave. Si tu veux, j'ai jamais voulu changer pour les gens, donc. Toi, tu t'en fichais. C'était pas. Enfin, tu me dis l'esthétique, ça avait quand même. Tu voulais quand même paraître bien ou en tout cas être bien pour toi-même, mais t'as jamais eu cette peur de se dire je vais être trop musclé ou je suis pas assez musclé. Non, j'ai eu je pense que comme beaucoup de gens, j'ai eu la crainte quand j'ai commencé le CrossFit, vu que je voyais des gens s'entraîner qui étaient énormément musclés. Dans ma tête, parce que je connaissais pas bien évidemment, je m'étais dit si tu soulèves des charges, tu vas gonfler, tu vas prendre de la masse et tu vas prendre de la masse sur les cuisses, sur les bras. Donc c'était une fausse image que j'avais parce que je connaissais pas encore le concept. Et parce que c'était l'image que renvoyait aussi déjà, tu sais, il y avait déjà les CrossFit Games et quand on regardait les vidéos, il y avait déjà beaucoup d'athlètes qui étaient déjà beaucoup plus volumineux que une personne qui fait du fitness, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et surtout parmi les professionnels. Après, y a aussi une question de quel type de brocoli décide de manger, quoi. Voilà. pour faire simple, mais effectivement, après, en fonction des références. Attends, je sais plus ce que je voulais te demander sur ça, justement. Si. Mais justement, parce qu'on parle un peu de physique et de mise d'image de soi, est-ce que tu
toi, il y a des filles, des femmes qui viennent vers toi pour de l'accompagnement, pour des conseils, etc. Est-ce qu'elles ont ce genre de considération? Est-ce qu'elles te disent, mais est-ce que je vais pas grossir trop vite? Est-ce que comment je fais? Si tu veux, quand je faisais pas mal de coaching privé, sur Paris notamment, alors c'était deux types de personnes. J'avais des personnes qui voulaient absolument, qui me disaient, je veux absolument te ressembler, je veux les mêmes bras que toi, comment on fait? Alors je disais, bah tu sais, c'est beaucoup de travail, hein, donc c'est ok. Et en même temps, j'avais des gens qui voulaient absolument que je les coach, mais direct m'arrêter en me disant, oh, par contre, je te préviens, je veux pas du tout un physique comme toi. Moi, je veux juste un tout petit peu sculpter mes jambes, mes fesses. Alors je disais, mais attendez, déjà il y a deux choses. La première, c'est que tu n'auras jamais mon physique, jamais. Parce que si je te dis d'aller soulever 80 kilos en squat à 6 heures du matin, est-ce que tu vas le faire? Non. Est-ce que tu vas manger des brocolis tous les soirs pendant 1 an? Non. Voilà. Pas les mêmes que les pros, hein, attention. Pas les mêmes que les pros, voilà. Est-ce que tu vas arrêter d'aller au restaurant et est-ce que tu vas arrêter d'aller manger tes pop-corn au cinéma? Est-ce que tu vas faire les sacrifices que j'ai fait? Non. Donc, tu n'auras pas mon profil. Et ensuite, la deuxième chose, c'est quand on me demandait, oui, je veux bien tes jambes, mais je veux pas tes bras. Ça n'arrivera pas non plus puisqu'en fait on ne peut pas cibler une zone à sculpter, ça n'existe pas non plus. C'est-à-dire que quand tu fais du sport, si tu prends du muscle, généralement tu en prends partout. Si tu es un minimum intelligent, tu vas pas travailler H24 que tes fesses, ça n'existe pas non plus, ou alors c'est complètement stupide. Tu vas travailler une généralité et ton métabolisme il va bouger en fonction de qui tu es, c'est-à-dire moi, je pourrais jamais ressembler à une marathonienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jambes qui est comme ça, même si je me mets à courir tous les jours, parce que j'ai des os épais, parce que j'ai des muscles imposants. Donc, je vais pas sécher et passer d'une taille 38 à taille 32, quoi. Est-ce que tu as vu sur les cours collectifs, c'était plus les femmes que les hommes qui étaient intéressés par les cours co, ou est-ce que c'est un cliché? Alors, c'est très mitigé. Peut-être parce que Vas-y, dis-moi. Non, sachant que la question sous-jacente, c'est après derrière, je vais forcément te demander la même chose pour le CrossFit. Est-ce que tu vois quelles sont les différences d'objectifs, les différences de perception entre les deux? Et c'est un peu ça, quoi. Alors, je pense que dans le fitness, il y a beaucoup de gens qui vont te dire que ce sont les femmes qui sont plus attirées par les cours collectifs. Et ben, moi, je serais mitigée parce que faut pas oublier que j'étais sur Paris et que j'étais dans des gros clubs parisiens et que j'avais beaucoup des trucs un peu sélects. Alors, j'avais beaucoup d'hommes et de femmes, mais mine de rien, faut savoir qu'il y a quand même une grosse communauté homosexuelle. Oh là, attention, tu débordes. Attention, bordel, je déborde. Aïe, aïe, aïe. Et quand même, les cours que je donnais, non, mais c'est malheureux, mais, enfin, non, c'est pas malheureux. Moi, je trouve ça génial. Oh là, deuxième fois. Non, je plaisante. Non, mais j'avais beaucoup d'homos. Je trouvais ça génial. Et les homos, faut dire ce qui est, ils sont attirés quand même par les cours collectifs. C'est fun. Il y a une bonne ambiance. Franchement, demain, tu prends, allez, c'est bête ce que je vais te dire, mais tu prends Schwarzenegger, je pense pas qu'il va venir faire un cours de Zumba avec moi, tu vois ce que je veux dire? Si tu prends les mecs qui sont très virils, musculeux, tout ça, tu vas pas les faire rentrer dans les cours collectifs, quoi. C'est pas faux. Est-ce que ça serait pas une masculinité toxique qui les empêche de rentrer dans ces cours-là? Ah, mais tu sais, après, il y a ceux, voilà, qui osent pas parce que ils ont peur du regard des autres. Voilà. Il y a ça aussi. Ok. Donc oui, finalement, d'accord. C'est intéressant. C'est pas que les filles, mais après, c'est aussi biaisé par rapport aux endroits où tu trouves, j'imagine, par rapport au gym. Attends, là, on est en train de parler de cours collectifs. Ça dépend le cours collectif que tu choisis. Tu vas dans un cours de Zumba, 99,9% de la clientèle, ce sont des femmes. Voilà. Là, tu me parles d'un cours de body pump, c'est quand même soulever des poids. C'est mitigé. Il y a quand même beaucoup de garçons, tu vois. Ok. Ouais, c'est intéressant. Et alors, dans le CrossFit, comparativement? Alors, dans le CrossFit, je vais te surprendre. Je crois, il y a eu des études là-dessus. Je crois qu'il y a plus de filles que de garçons. Mais alors, ça m'étonne à moitié, pour être honnête. A priori, j'aurais pas dit ça. C'est vrai qu'a priori, j'aurais dit, j'ai l'impression qu'il y a plus de mecs que de filles. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression que le CrossFit est en train d'être comme une espèce de, pas de tendance, mais de tendance à la mise au sport un peu, à la mise au sport un peu intense par les filles et qui justement se filment de plus en plus.
Oui, oui. Se mettre sur les réseaux, etc., etc. Donc c'est pour ça que ça m'étonne qu'à moitié. Non, mais déjà, n'oublions pas une chose, c'est que là, il y a le girl power depuis quelques années qui est en train de prendre le pouvoir. Il y a des filles de partout qui s'assument. On est en mode rebelle. Enfin, je sais pas si t'as remarqué, mais ça fait quelques années, on est en mode rebelle là. T'inquiète pas, hein. Ouais. On a tous remarqué, j'ai l'impression. Après, ça dépend aussi peut-être des villes, des clubs. Moi, franchement, j'ai géré une salle. C'était 50-50, hein. J'avais autant d'hommes que de filles, hein. Et j'avais des périodes où j'avais plus de filles, des périodes où j'avais plus de garçons. Quand je travaillais à Paris, je crois qu'il y avait quand même, je crois que c'était genre 60% de garçons, 40-45% de filles, un truc comme ça. Mais tu vois, c'est quand même quoi. Tu préfères travailler avec qui, toi? Je préfère travailler avec qui? Ouais, avec qui? Non, mais bon, après, il n'y a pas de sexisme ici, je peux dire ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est que cette question? Non, mais tu préfères, en termes d'objectifs, en termes d'accroche, tu sais, de connexion, le fait que tu sois une fille aussi, peut-être que tu comprends mieux les problématiques des filles, et je pense que personne t'en voudra pas. Oui. Je réfléchis, je pourrais pas te dire si j'ai préféré encadrer des garçons ou des filles. Je pense que ça dépend vraiment de la personne, de ses objectifs. Et de la relation qui s'instaure entre le coaché et le coach. Mais les filles ont tendance à être un petit peu plus peureuses que les garçons. Si tu veux, dans les deux cas, enfin par exemple les garçons, généralement les garçons ils ont peur de rien. C'est des gens qui se lancent. Je pense à des mouvements très difficiles ou faire passer des petits caps parce que ça peut faire peur ou quoi. Les mecs ils ont peur de rien, ils foncent. Donc si tu veux, c'est bien en tant que coach, mais en même temps, ça fait flipper parce que les mecs, parfois, ils écoutent pas forcément. Surtout que moi, je suis une fille. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'imposer en tant que coach dans le milieu du CrossFit parce que les mecs ne voulaient pas m'écouter. Et à contrario, les filles, et forcément qu'elles venaient plus facilement vers moi parce que j'étais la seule coach fille à Paris. Et du coup, la relation était hyper bienveillante, tu vois. C'était genre, ouais, Jess, aujourd'hui j'ai mes règles, ouais, quand je fais de la corde à sauter, bah je me pisse dessus. Enfin, tu vois, c'était donc je sais pas, c'est mitigé. Ouais, charmant. Mais ok, et est-ce que tu as eu par conséquent, est-ce que tu as remarqué que les garçons se blessaient plus, étant donné qu'ils étaient un peu moins peureux comme ça, qu'ils étaient plus casse-cou, je sais pas si, ou pas nécessairement. Est-ce que les garçons se blessent plus que les filles? Vu qu'ils ont moins peur d'effectuer les mouvements et qu'ils seraient plus à risque. Je pourrais pas te dire, peut-être parce que les garçons, c'est vrai que quand on parle par exemple de cours avec de l'haltérophilie, il y a aucun mec qui va avoir peur de rajouter de la charge. Alors que les filles vont avoir, alors c'est pas tout le monde, hein, je te parle de non, mais une généralité. Parce qu'il y a des mecs qui clairement me disaient non, j'ai pas envie de charger, je m'en fous. Et il y a des filles qui se disent ouais, si, moi j'y vais. Mais généralement les filles, il faut toujours les rassurer, tu vois. Non, n'aie pas peur, tu peux rajouter 1 kilo de plus, ne t'inquiète pas, il va rien se passer, tu vois. Enfin, donc peut-être que les garçons sont un peu plus bourrins, vu qu'ils ont moins peur. Et puis quand ils ont des petites douleurs, c'est pas des gens qui se plaignent. Enfin, si, ils se plaignent, mais c'est pas des gens qui vont se dire là, il y a une petite alerte, faut que je fasse attention. Peut-être que je vais pas aller m'entraîner, peut-être que je vais décharger ma barre. Alors que les filles, de suite, c'est oui. Alors tu vois, j'ai senti un petit truc dans mon dos. Du coup, je vais arrêter le sport pendant 3 jours. Voilà, c'est plus ça, on va dire. La prudence. La prudence. Ouais, ok. Est-ce qu'il y en a qui sont venus vers toi Alors déjà, attends, avant que je te pose cette question, qui est un peu tricky, qui va faire saliver un petit peu tout le monde. T'as commencé le CrossFit. À partir de quand t'as commencé à coacher? Est-ce que tu coaches toujours? Est-ce que tu fais des accompagnements personnalisés? En termes de chronologie, comment ça s'est présenté tout ça? Alors j'ai commencé le CrossFit en 2014, réellement, hein, parce qu'en 2012 je faisais juste des démos pour les journalistes, pour Reebok, les trucs comme ça. En 2014 j'ai vraiment commencé à pratiquer et en fait j'avais pas le droit d'enseigner si je ne savais pas faire tous les mouvements. Donc l'objectif, quand je travaillais à Paris, c'était ok, tu prends le temps qu'il faut, on va te former. Donc j'étais formée avec les coachs et pendant les cours, et j'étais pratiquante et assistante. C'est-à-dire que quand j'avais du temps libre, sur mon temps libre, c'est-à-dire très très peu, hein, et j'étais pas payée, hein, la petite parenthèse qu'il faut quand même préciser, je devais aller au cours des coachs
être assistante, c'est-à-dire que j'observais, je devais intervenir quand le coach me demandait sur des mouvements que je savais plus ou moins enseigner, etc., etc. Et au bout de quelques mois que j'ai commencé à tout maîtriser, j'ai commencé à coacher. Voilà. Donc, on va dire que si tu veux, peut-être mi-2014 ou fin 2014, j'ai commencé à coacher. Il m'a fallu une bonne année histoire de m'en prendre plein la gueule par les adhérents parce que je savais pas, j'étais pas non plus extraordinaire, hein, je débutais. Et après, j'ai enseigné 4 ans à Paris dans une box de CrossFit et après, j'ai ouvert ma salle près de Marseille. Ça a duré 3 ans. Et depuis, donc ça c'était jusqu'en 2019. Après, j'ai ouvert ma société et du coup, je donne des programmations en ligne de gymnastique et de CrossFit, plus des séminaires et je coach dans mon club de gym à Avignon. Ça se fait l'accompagnement personnalisé à distance en CrossFit? Alors, ça se fait. J'ai l'impression que c'est difficile. Oui, c'est très difficile parce que tu as vu tout ce qu'on a à gérer en termes de discipline. On a beaucoup de choses à gérer. Alors, il y a 2 choses. La première, c'est que quand on fait une programmation en ligne, si tu fais une programmation généralisée, c'est-à-dire que c'est pour tout le monde. Donc, moi, ce que je propose, c'est pour tout le monde, mais tu dois avoir des prérequis. C'est-à-dire que tu dois avoir une certaine expérience dans le CrossFit, c'est-à-dire si je te dis hang power snatch, tu sais ce que ça veut dire. Si je te dis muscle up, tu sais ce que ça veut dire. Et j'ajuste, c'est-à-dire que je donne un maximum d'options avec des liens vidéo et des conseils. Donc, si tu veux, si une personne complètement lambda fait ma programmation et qu'elle se blesse, mais qu'elle ne connaît absolument rien au CrossFit et qu'elle n'écoute pas les conseils que je dis, effectivement, c'est compliqué, mais une fois de plus, là, j'y peux rien. Et après, la deuxième chose, c'est qu'on a des programmations personnalisées. Et là, clairement, c'est quasiment du one-to-one où on va corriger les gens, les personnes vont nous envoyer des vidéos, nous, on va corriger derrière, on va envoyer des tips, on va faire des audios, on va faire des visios si nécessaire, etc., etc., pour permettre à la personne d'avancer en toute sécurité. Mais ça ne changera, en tout cas, comment on peut dire ça? Ça ne remplacera jamais le présentiel. Jamais, jamais, jamais. Le présentiel, ça vaut de l'or. C'est tout. C'est comme ça. Surtout pour une discipline qui est quand même très technique, qui est précise et qui il y a toujours de quoi s'entraîner. Alors, je dis pas que le développé couché n'est pas technique, mais disons que sur une vidéo, tu peux quand même voir un peu. Et puis bon, une fois qu'on maîtrise un peu le mouvement et normalement ça va. Mais c'est vrai que le CrossFit quand même, je veux dire, un développé couché n'est pas un snatch, quoi. C'est quand même, c'est autre chose en termes de coordination, en termes de mouvement. Moi, je te dis, par exemple, dans mon groupe, par exemple, quand on a des sessions de snatch, si tu veux, il y a des points clés qu'on note qu'ils doivent faire. Il y a des liens vidéo pour les aider à avancer. Mais surtout, ils doivent nous envoyer leurs vidéos, qu'on puisse les corriger. Donc, la personne m'envoie son snatch, la session qu'elle a fait, et moi, je corrige derrière. Donc, évidemment que c'est compliqué de coacher quand t'es pas en présentiel. Mais ça se fait. Ça se fait. Alors, tu as 100 000 abonnés aujourd'hui. Comment c'est arrivé ça, sachant que tu as commencé à ouvrir ton compte au début du CrossFit, c'est venu petit à petit, et puis tu as eu une grosse... petit à petit, tu as de la demande, quoi. Tu parles sur les réseaux ou sur ma société? Non, les deux finalement. C'est-à-dire que plus tu es visible, plus tu vas avoir de demandes de coaching, plus tu vas avoir de sollicitations, quoi. Alors, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai jamais lancé les réseaux pour le côté business. Je m'y suis pris un petit peu plus tard. Après, ouais. D'abord, mes réseaux, ça a été juste de l'échange. Ensuite, ça a ciblé un peu plus le CrossFit. J'ai commencé à faire des compétitions. Il y a eu des petits buzz autour de ça. Le fait que, voilà, je faisais partie des seules Françaises à m'exposer aussi, parce que j'étais pas la meilleure Française, mais je faisais partie des seuls à m'exposer en fait sur les réseaux. Donc il y a eu une espèce de buzz où il y a eu des reposts de CrossFit, des CrossFit Games. J'ai eu l'équipe aussi qui m'a riposté pour des compètes, des trucs comme ça. Donc ça a créé un buzz. Et beaucoup plus tard, tu vois, j'ai ouvert ma société. Dis-toi que c'était en 2019, donc c'était tard. Et en 2019, quand je lance Extra Gym, c'est là où je me dis, Jess, il serait peut-être temps de relier ton business avec les réseaux. oui, surtout que c'est ton trafic numéro 1. Oui, je m'y suis pris un petit peu tard, voilà, c'est pas grave, parce que du coup, tout le monde fait ça maintenant, et puis, maintenant, je bosse dessus, forcément. Mais après, évidemment que le fait d'avoir de la visibilité sur les compétitions, d'avoir des résultats, d'avoir des
des titres entre guillemets, ça m'a permis d'avoir plus de visibilité, d'avoir plus de demandes. Et crédibilité aussi, quoi. Oui, de la crédibilité, bien sûr. Oui, parce que mine de rien, j'ai fait quelques trucs et puis voilà, j'ai fait des trucs en présentiel, tu vois, pas derrière juste mon écran à faire la belle sur mes réseaux. Non, je suis allée sur des grosses compètes. Tu penses à qui quand tu dis ça? Je pense à tellement de personnes et j'ai pas honte de le dire. Il y a tellement de personnes, que ce soit filles ou garçons, qui sont derrière leur écran et qui sont là. Ils sont tout beaux, ils soulèvent lourd. Elles ont des belles fesses, elles ont des belles gueules, mais elles font rien. C'est des filles, enfin des personnes qui ne font rien, clairement. Alors moi, j'ai tendance, enfin, ça fait un moment que j'ai pas discuté de ça, mais avec des amis ou un ami de temps en temps, enfin un truc qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, alors surtout sur les réseaux, le numéro 1 qui fait que tu affiches un physique intéressant, ça va pas tant être le sport, surtout aux alentours de 18 à 22, c'est qu'il y a une grosse part de génétique, et très souvent on a des espèces de fitness modèles sur les réseaux, et même dans la vraie vie, qui ressemblent à tout, qui ont tous les aspects de fitness, qui ont le style, qui ont la pose, tout ça, mais qui font pas de sport du tout, et que tout est dû à une certaine forme de jeunesse et de génétique. Alors ça doit faire un peu mal. Ah nous on en a à l'appel ici. Mais bon, c'est comme ça. Écoute, je peux pas être de partout et faire la guerre à tout le monde. Je fais déjà mon taf, c'est déjà beaucoup. Ça me fait chier, oui. Ouais, moi je suis honnête. Il y a des gens qui n'ont pas leur place. J'ai pas peur de le dire. Si tu veux, moi, si tu veux, j'ai pas que ça à faire. J'ai pas envie de perdre mon temps par rapport à ces personnes. Ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des gens clairement qui prennent les gens pour des cons, quoi. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui jouent sur leur gueule, il y a des gens qui jouent sur leur génétique, et puis il y a des marques qui font travailler ces gens-là juste parce que c'est des gros comptes, juste parce que ils ont un beau physique. Mais c'est bullshit. Voilà. Moi, je le dis, c'est bullshit. Tu penses dans le CrossFit spécialement ou tout? Dans le CrossFit, non, peut-être pas dans le CrossFit. Je pense dans le fitness en général. On a beaucoup de, comme chez vous, je pense, tu sais, des personnalités ultra connues, ultra suivies par des millions et des millions de personnes, juste parce qu'elles ont une belle gueule. Tu donnes des indices là. Ouais, mais parce que t'inquiète, les gens, les gens qui me connaissent, ils savent de qui je parle. J'ai pas des noms. C'est juste que si tu cherches un peu, tu marques programme fitness pour sécher en 30 jours, tu vas tomber sur une liste de gonzesses à moitié à poil, avec les boobs refaits, super belles gosses, avec une équipe de digital derrière qui sait bien faire côté marketing pour faire briller les personnes. Et ces gens-là, ils surfent. Oui, ils ont raison. Écoute, mais ils sont millionnaires et ils font croire aux gens qu'en 30 jours, on peut avoir une shape de malade, quoi. Juste parce que ces personnes-là, elles ont une bonne génétique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, c'est ça. Faites ce que je dis. Enfin, faites ce que je dis, mais ça marchera pas. Mais c'est pas grave. J'aurais vendu quand même. Oui. C'est un peu ça. Mais ok. Pas de nom du coup officiel. Non, et j'ai déjà balancé des noms la dernière fois. Je te raconte même pas le buzz que ça a fait. Ça a fait le tour ça a fait le tour de la France. Alors j'ai été énormément soutenue. Oui, non, mais j'ai fait une espèce de. J'ai loupé ça. Tiens. Ah là là, je te l'enverrai si tu veux. Mais c'est quoi? C'est sur une vidéo? C'est un post? Ouais, j'ai fait un réel si tu veux, et ça fait. Je m'attendais pas, si tu veux. Je savais que ça allait faire rire et que ça allait en même temps déplaire à certaines personnes, mais j'ai voulu taper un petit peu dans la fourmilière. Et si tu veux, j'ai pas attaqué, c'est juste que j'ai pointé du doigt certaines choses. Je les ai montrées. En plus, je dis voilà, ça, ce qu'elles font, c'est n'importe quoi. Et le message, c'était les filles, remettez-vous à jour parce que ce que vous faites, c'est pas bien. Vous êtes en train de mentir aux gens. Et ça serait bien de vous former ou de passer un diplôme, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est des filles qui ont des comptes à des millions et des millions de followers, donc elles ont pas que ça à faire de venir voir ce que je fais. Donc il y a quand même des filles qui ont répondu. Et après, j'ai été énormément soutenue dans le milieu du fitness. Mais j'ai aussi quelques claques, tu vois, des clashs où il y avait des gens qui supportaient ces fit girls et qui disaient mais pas du tout, ce qu'elles font c'est génial, c'est incroyable. Non, je dis non, ce qu'elles font c'est de la merde. Et je dis c'est juste que tu t'en rendras compte dans quelques années quand tu ressembleras toujours à ce que tu ressembles dans 10 ans, quoi. Voilà. Ok, bon, de toute façon, t'as pas ta langue dans ta poche. De toute façon, non. Oui, mais j'assume complètement, voilà. Alors, tu sais à qui tu me fais penser un peu en termes d'énergie et de personnalité d'une certaine forme. Amandine Léger, Amandine Wellness. Ah ben oui, c'est une copine à moi. Oui, mais ça m'étonne pas du tout. Tu vois. Alors écoute,
je trouve qu'elle est beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme qu'avant. Oui, probablement. Ah oui, 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 elle a complètement changé son fusil d'épaule. Elle est beaucoup plus light maintenant. Elle critique plus tout ça. Enfin, tu vois, elle en pense pas moins parce qu'on discute. Mais elle est sur d'autres trucs. Elle est sur des méthodes beaucoup plus good vibes, beaucoup plus dans la bienveillance, tout ça. Et mais c'est vrai que je sais qu'à une époque, ça la dérangeait pas de clasher certaines personnes. Bon, mais peut-être que Jessica va s'agir aussi de cette même manière. Tu vas te transformer en Dalai Lama d'ici 5 à 10 ans. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Non. Et alors j'en viens à ma question qui va faire saliver du monde. Enfin, non, je tease un peu, tu vois, pour qu'ils disent mais qu'est-ce qu'il va demander. Non, est-ce qu'il y a parmi les gens qui viennent vers toi, est-ce qu'il y a des filles surtout des filles parce que qui s'identifient à toi, qui te demandent pas nécessairement quel produit tu utilises, mais plutôt qui te demandent moi si je veux arriver à ce niveau-là, qu'est-ce que je dois prendre, est-ce que tu peux me conseiller et en termes de dopage. Est-ce qu'on vient te solliciter pour ça? Bah, je vais quand même te décevoir, mais j'ai jamais eu ce type de demande. C'est vrai? On m'a jamais bah non, parce que je pense que les gens sont pas stupides. Enfin, en tout cas, ceux qui pensent que je suis dopée, ils sont stupides. Mais oui, la non, plupart, mais bien en sûr. tout cas, tous les non, et j'ai jamais eu de la demande. On m'a déjà proposé de prendre des produits, mais on n'est jamais venu me demander qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme produit pour performer ou pour avoir ton physique ou quoi. Mais même en sachant que tu vois, par exemple, je me mets, bon, imaginons, je suis une fille, je me suis mis au CrossFit, je suis des comptes, je suis ton compte, je commence à avoir un peu l'œil, j'imagine bien que tu n'utilises pas de produits dopants, mais je me dis, bah, tiens, elle est quand même à un super niveau. Je viens de voir, je dis, voilà, moi j'aimerais avoir ton niveau, même au-delà, je vise peut-être, j'ai des ambitions d'aller faire les CrossFit Games. J'ai bien compris qu'ils n'utilisaient pas tous les mêmes produits. Les mêmes, ouais, voilà, les mêmes choses. Est-ce que tu pourrais m'aiguiller comment je fais ce genre de choses, quoi? Tu vois, parce que on se dit avec ton niveau, avec ton physique, avec ta visibilité aussi, et puis avec le monde dans lequel on est, où finalement, tu sais, c'est un peu comme si c'était devenu des bonbons. Ouais, c'est vrai. Je me serais dit que tu recevrais ce genre de message. Non, ça m'est jamais arrivé. Après, la vérité, c'est que je saurais même pas vers qui me tourner. Enfin, si je saurais, mais je saurais même pas quoi conseiller déjà comme type de produit parce que j'ai pas de. Ouais, déjà, j'ai pas de connaissances là-dessus ou je suis très limitée. Je m'y intéresse pas forcément, pour être honnête, et je saurais pas trop quoi dire aux gens en fait. T'en vois beaucoup toi autour de toi? Oui, oui, t'en as vu ouais, okay. Non, mais c'est scandaleux. Je veux dire, les gens se taisent, mais non, mais les gens se taisent. Hein. Mais... Ah oui, bien sûr, au CrossFit, mais moi j'ai pas honte de le dire. Les gens se taisent, mais si tu savais le nombre de gens qui sont dopés, c'est pathétique. Voilà. C'est pathétique parce qu'il y a évidemment des gens qui sont dans le haut niveau qui en prennent, mais il y a aussi et surtout des gens qui sont pas du tout dans le haut niveau et qui en prennent. C'est-à-dire, il y a des personnes qui veulent juste performer sur des compétitions locales, tu vois, au saucisson throwdown, et qui vont se doper pour ça. Non, mais c'est ridicule en fait. C'est pathétique. C'est pathétique. Alors, je sais pas, tu discutes avec eux, comment tu t'appréhendes le truc? Ça m'est arrivé de discuter avec des gens qui se sont dopés parce que même si j'en prends pas, même si j'y connais rien, ça intrigue, tu vois. Donc j'ai quand même échangé avec certaines personnes en essayant de comprendre pourquoi, tu vois. Et il y a des gens, en fait, ils sont faibles, en fait. Il y a des gens, ils sont faibles d'esprit, vraiment. Et ils pensent que parce que ils vont faire ça, il va se passer quelque chose dans leur vie. Et il y a aussi, je connais des gens, pour la petite anecdote, un de mes ex, voilà, au moins j'ai pas honte de le dire, où j'avais appris qu'il se dopait. Et que quand je l'ai appris, on a discuté et je m'étais dit, je vais échanger avec lui, il va me dire, ben non, c'est des mensonges. Et en fait, quand je lui ai dit que j'avais appris ça et que je lui ai dit, oui, on m'a dit que voilà, tu te dopais, nanana, il m'a regardé et il m'a dit, ben oui, et alors? Non, mais dis-toi que heureusement que c'était pas une très grosse relation de longtemps, tout ça faisait pas longtemps, mais je lui ai dit, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Tu te rends compte quand même que les gens vont m'associer à toi, en fait.
Moi, je peux pas. Déjà, en fait, déjà, tu oses me regarder dans les yeux en me disant oui et alors. Deuxièmement, tu t'excuses pas. Troisièmement, on dirait que c'est volontaire et que tu assumes et que tu vas continuer. Et donc là, il m'avait dit, bah oui, je voulais savoir ce que ça faisait, je voulais voir jusqu'où j'étais capable d'aller, non pas pour faire de la compétition, mais juste pour tester. Bon, bah t'imagines bien que la relation, elle a pris court rapidement. Et si tu veux, je comprends pas en fait. Pour moi, c'est inexcusable. Tu peux me sortir n'importe quelle excuse, même si c'est que tu vas me dire, oui, je veux gagner les CrossFit Games. Derrière, j'ai beaucoup de stress, j'ai beaucoup de contrats, j'ai beaucoup de partenaires qui me font confiance. Il y a une grosse échéance et toute ma vie, ce n'est pas excusable. Ce n'est pas tolérable. Pour moi, ça, je suis. Et tu peux venir en me disant, en pleurant, en me disant, j'ai fait une connerie. C'était qu'une fois, nanani nanana, comme c'est le cas de certaines personnes qui se sont fait attraper dans le milieu du CrossFit, ce n'est pas excusable. Tu sais très bien ce que tu mets dans ton corps, tu sais très bien ce que tu fais, et la peine de recevoir 4 ans de sanctions, c'est lamentable. J'ai honte. Moi, j'ai honte. À la place de ces personnes, j'aurais honte de me représenter en compétition. 4 ans après 4 ans après. Il y en a plein qui le font, hein. Ah oui, donc t'es vraiment... Ça rigole pas, quoi. Alors, bon, éviter... T'es célibataire aujourd'hui ? Non, j'ai quelqu'un. Ah, bon, bah alors, j'allais dire, évitez d'envoyer des messages à Jessica si vous utilisez des messages de drague, si vous utilisez des produits dopants, vous voyez que ça marchera pas. Mais, non, ça marche pas. Non, mais t'es catégorique, quoi. C'est... Et ouais, okay. J'arrive et pas alors, à pourquoi trancher. Parce que pour moi, c'est de la triche. Et vu que je suis une justicière dans l'âme, je sais pas, j'essaie de trouver la seule raison que j'ai à te donner. Je suis quelqu'un qui prône la justice depuis que je suis toute petite. Tout ce qui va être injustice, mais c'est pas que le dopage, hein, ça peut être la cause des animaux, la cause des gens sans abri, ça peut être n'importe quelle cause. Eh ben, je sais pas trancher en fait. Voilà, j'ai aucune tolérance pour les gens qui trichent. J'ai aucune tolérance pour les gens qui ne se respectent pas et qui te mentent droit dans les yeux et qui font de la merde. Et pour moi, c'est des gens faibles et c'est vrai que j'ai très peu de tolérance pour les gens faibles. Mais tu peux pas regarder les CrossFit Games, alors, sachant que, bon, j'imagine qu'ils tournent tous autour de ça. Je vais te dire la vérité, je n'ai jamais regardé les CrossFit Games. Et ça te fait pas, il y a pas une espèce comme une petite dissonance d'être dans un sport quand même très porté sur la performance, et même si tu fais même si tu regardes pas les CrossFit Games, ces compétitions que tu fais, j'imagine qu'il y a forcément du monde qui utilise des produits. Oui, non, mais il y en a. Alors, je pense qu'avant j'étais très naïve parce que, comme beaucoup au début, je disais ah mais non, c'est pas vrai, il se dope pas. Si tu veux, vu que je connaissais pas trop ce milieu, la performance, le haut niveau, le CrossFit, soulever des charges, le dopage, j'étais j'étais naïve, j'étais dans le monde des bisounours. Après, ça a commencé à me toucher parce que j'ai commencé à me faire contrôler en compétition. Et les résultats, moi, les résultats étaient toujours négatifs, mais il s'est avéré que certaines filles devant moi étaient positives. Donc là, ça a commencé à me faire chier parce que je me disais, mais attends, elle me vole ma place, en fait. Clairement. Donc ça a commencé à me gonfler. Et puis maintenant, j'ai le recul nécessaire, j'ai de l'expérience, il y a des têtes qui sont tombées, il y a des choses qu'on sait, et puis du coup, si tu veux, moi, ça en devient tellement pathétique que ça passe au-dessus de ma tête, en fait. Je m'en fous. Je m'en fous. Les gens, ils font ce qu'ils veulent tant que ça m'affecte pas moi sur le jour J. Tu vois, si on me vole pas une place, voilà. Et alors, comment ça se passe en compétition, hormis les tests de dopage? T'arrives, tu te présentes, ensuite ça se passe parce que moi je connais pas du tout, par exemple, tu vois. Alors j'avais reçu Alexandre Jolivet, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce qui était vraiment dans les tout débuts du podcast. On avait parlé on avait dégrossi, enfin on va dire qu'il avait dégrossi pour moi l'activité du CrossFit. Mais ensuite c'est vrai que la compétition en elle-même, je sais pas du tout comment ça se passe. C'est sur plusieurs jours, il y a des prépas un peu comme en bodybuilding. Non, une compétition de CrossFit, alors dans l'ordre, c'est tu t'inscris sur une compétition, tu dois faire des qualifications. Par exemple, si je te parle des French qu'on a eu ce week-end, les qualifications étaient au mois de avril. En avril, tout le monde paye les qualifications. Tu fais des qualifs, tu te filmes, tu envoies les vidéos donc de tes résultats au French Throwdown.
Il vérifie tes vidéos, donc ton score, s'il y a bien un juge, s'il y a bien un chrono, s'il y a bien les haltères, les cordes, tout le matériel. Une fois que tu reçois ta confirmation de la compétition, donc tu es qualifié, tu pars en finale, et la finale c'était ce week-end. Tu arrives, donc les French, c'est une compétition sur 3 jours. Les plus grosses compétitions, c'est 3 jours. Sinon, c'est 2 jours ou parfois une journée. Mais les plus grosses compétitions, on va dire européennes et internationales, on est sur du 3 jours. Tu arrives le jeudi, tu récupères ton petit package. Donc, tu as payé ta finale, hein, bien évidemment. Parce qu'on paye 2 fois. On paye les qualifs, on paye la finale. Tu arrives là-bas, tu récupères tes petits cadeaux, s'il y en a. Tu récupères le planning. On t'explique comment va se dérouler la compétition. Tu fais tes 3 jours de compétition. Tu as environ 3 WOD par jour. Donc, vendredi, on a fait 3 épreuves. Samedi, 3. Dimanche, 3 si tu fais la finale. Et puis dans le week-end, en fait, la FLD, par exemple, là qui était là ce week-end, donc c'est l'association, tu sais, du contrôle antidopage, débarque et vient. Alors à l'improviste, non, puisque la plupart du temps, c'est les organisateurs qui payent l'association pour venir faire des contrôles. Et soit ils ont des têtes, c'est-à-dire on les a appelés. Ils ont des doutes. Voilà, on les a appelés, on leur a dit voilà, telle personne vient faire telle compétition tel jour et on pense qu'elle est dopée. Donc là, ils viennent contrôler. Et puis, des fois, c'est des contrôles inopinés. Ils voient certaines personnes, physique inapproprié ou résultat inapproprié. On va la faire contrôler. Et la plupart du temps, ce sont des contrôles urinaires. Puisqu'en compétition, je pense qu'ils peuvent faire que ça. Et sinon, quand tu es un athlète de haut niveau, comme certaines personnes, tu as des contrôles inopinés dans l'année où tu dois justifier où tu vis, où tu t'entraînes, tel jour, telle heure, et ils débarquent et ils viennent te faire des contrôles. Mais alors, comment c'est possible que ça soit aussi sérieux comme tu me le décris là pour les pros, qui peuvent venir n'importe quand avec des contrôles sérieux, sachant qu'au niveau professionnel, est-ce que tu en connais beaucoup auxquels il n'y a pas de doute, sur lesquels il n'y aurait pas d'utilisation de produits dopants? Déjà, des athlètes professionnels, nous par exemple en France, on n'en a pas beaucoup, hein. De noms comme ça, je pense à uniquement 2 personnes en France. Donc, je te parle du milieu du CrossFit. Hein. Ouais, donc, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il y a d'autres personnes, mais là, comme ça, là, tout de suite, j'ai envie de te dire, je sais qu'il y a 2 personnes qui sont, on va dire, contrôlées régulièrement dans l'année. Mm-hmm. Après, je pense que de toute manière, le dopage, c'est un domaine que très peu de monde connaît et que si t'es pas médecin, si tu t'y connais pas, tu peux facilement te faire attraper. Et après, je pense qu'il y a des personnes qui sont dopées, qui arrivent à qui passent au travers, tout simplement parce qu'ils sont très bien encadrés et qui savent très bien à quel moment il faut se doper et quel type de dopage et quel type de dosage il faut, surtout, pour arriver à performer toute l'année ou à telle période, etc. Il faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Hein. Et à un moment donné, faut arrêter. Hein. Faut arrêter le monde des bisounours, c'est pas vrai. Hein. Des gens ultra forts et ultra normaux et ultra sains, non. Arrêtez. Et alors, parmi les top français professionnels, là, je sais pas, moi, je pousse le bouchon peut-être. Je pense que sans dire de nom, c'est sans dire de nom. Parce qu'il y a de quoi s'inquiéter ou pas? Je peux pas te confirmer ou t'affirmer. Je pense que je suis comme tout le monde. J'ai entendu des choses, mais je ne peux pas juger quelqu'un sans avoir de source sûre. Ok. Voilà. Non, mais c'était la réponse que je voulais. En fait, c'est tout, tu vois. Après, voilà, nous, il y en a une, elle s'est fait attraper il y a 2 ans. Ça a été certifié, ça allait jusqu'au tribunal. Bon, voilà. Ok, donc là, c'est officiel. C'est qui? Oui, voilà. C'était la meilleure française, Sabrina Caron. Voilà, ça a été voilà, c'est sorti. Je veux dire, il y a eu un communiqué officiel. Je veux dire, quand c'est écrit noir sur blanc par la FLD, il y a un moment donné, tu peux pas te permettre de dire ah non, c'est pas vrai, ah non, je me suis trompée. Non. Voilà. C'est juste que je te dis, il y en a qui sont plus malins que d'autres. En même temps, bon. Il y en a, on a des doutes, et voilà. En même temps, bon, là, je regarde des photos. Oui. Bon, je veux dire, il y avait de quoi Alors après, bon, on sait pas jusqu'où la génétique peut amener, mais exact. Il y avait de quoi se demander, quoi. Il y avait quoi de se dire. Oui, mais il y a des gens, on se pose la question, c'est normal, c'est humain. Mais il y a des personnes qui ont une génétique de malade, hein, faut pas oublier. Hein. Il y a des gens, franchement, ils font. Enfin, moi, je connais des gens qui font un tout petit peu de sport, ils ont des génétiques limite surhumaines, et du coup,
bah t'es blasé en fait. Tu te dis putain, et toi tu travailles toute l'année, pendant des années, tu essayes de bien manger, bien dormir, bien t'entraîner et t'as quelque chose d'assez banal. Et il y en a, ils sont fit alors qu'ils font rien. Ah ouais, non, mais ça c'est injuste. C'est un peu comme toi tu t'arraches à la salle de sport et puis tu vois certaines génétiques de noirs, de black, tu vois, qui font même pas de sport et qui ont 4 fois plus d'épaules que. Et à un moment donné, tu te dis allez, le mec il s'affûte même pas si ça se trouve. Donc si tu veux. Mais c'est ça. Et pourquoi les noirs c'est les meilleurs coureurs, tu vois? Mais c'est comme ça. Enfin, c'est tout. C'est pourquoi les Chinoises c'est les meilleures gymnastes. Alors ok, elles ont des protocoles assez barbares, mais pourquoi c'est elles les plus souples et pourquoi nous on n'y arrive pas? Enfin, tu vois, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on peut pas contrôler et du coup c'est trop facile de juger. Voilà, c'est pour ça que je te dis, je peux pas me permettre ni de te donner de nom, ni de te dire moi je sais que lui il s'est dopé. Je peux pas te dire, j'ai entendu des choses. Je veux pas de nom, je veux pas de nom, je veux pas faire la même personne, mais non, mais c'est intéressant de parler, tu vois, de plutôt la tendance de fond et d'aller regarder un peu ce qui se passe, sans aller forcément aller taper du. Enfin, d'ailleurs, je te demandais pas de nom sur les top français, mais c'était juste ton avis sur. Bref, ils te suivent jusqu'aux toilettes, ils te regardent pisser, ils te. Affirmatif. Ouais, bah ouais. Comme. En fait, à partir du moment où ils t'interpellent, ils ne te lâchent plus. Donc, j'ai des souvenirs, moi, où il y a eu une compétition où, en fait, ils sont venus me chercher et j'allais faire mon WOD. Donc, je passais sur le plateau, en fait. C'était à mon tour de faire l'entraînement. Donc, le mec m'a suivi jusqu'au moment où je suis rentrée sur le plateau. Et donc, j'ai fait mon WOD, il m'attendait à la sortie, c'est-à-dire devant la ligne de départ. Et une fois que j'ai terminé, donc il fallait que je le suive. Je suis allée aux toilettes et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à pisser. Tu vois, ça, en fait, ça venait pas quoi. Non, mais si tu veux, il me disait c'est pas assez coloré. Et je disais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors du coup, il m'a dit de toute la journée, tu arrêtes de boire. Ah oui, d'accord, pour éviter, pour pas que ça soit trop dilué. Exactement. Du coup, il m'a fait passer 3 fois le test et sur les 3, donc je n'avais plus le droit de boire. Hein. Je n'ai pas bu de toute la journée. J'ai pissé 3 fois et au bout de la 3e fois, c'était une fois de plus je sais plus comment ils appellent ça. Bref, du coup, ils ont dû annuler. Non détectable. Non détectable, voilà. Du coup, ça a pas pu fonctionner. Donc forcément, voilà, c'est des choses qui arrivent, quoi. Mais ils te lâchent pas. Oui, ils te lâchent pas. Bon, au moins, ça fait plaisir, finalement, de voir que quand c'est fait sérieusement. Oui. Non, mais une fois de plus, ce sont que des tests urinaires. Hein. Il n'y a pas les tests sanguins, il n'y a pas les tests de cheveux. Enfin, tu sais, il y a plein de tests. Donc, moi, si tu veux, toutes les fois où je me suis fait contrôler, j'étais flattée, en fait. Moi, je suis flattée. Je me dis, là, on pense que je suis forte, c'est génial. C'est exactement ça. Et est-ce que tu penses que ça serait pas une des solutions, je sais pas jusqu'où ça pourrait aller, mais il y en a qui parlent de ça, que au très haut niveau, notamment au CrossFit Game, un petit peu comme au bodybuilding finalement, on arrête toutes ces questions, haut niveau, je parle, on arrête toutes ces questions de dopé, pas dopé, on part du principe que tout le monde qu'il y a une espèce une espèce d'accord implicite comme quoi allez on va pas le dire haut et fort parce que ça reste quand même quelque chose qui est interdit, on va pas le crier, mais par contre on va pas faire de tests parce que voilà, si tu vas sur Mister Olympia, je ne pense pas qu'il fasse des tests de dopage parce que c'est évident, il y a pas de doute sur le fait que tu vois, c'est juste pour savoir qui est le meilleur quoi finalement. Ouais. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une solution? Ouais, mon Dieu, mais non, mais là tu te rends pas compte. Là, je sais que ça fait mal. C'est toi qui es dans là, non, mais c'est même pas ça. C'est que là, c'est la porte ouverte à tous les cassos qui vont se dire youpi, on va pouvoir se doper et voir ce qui se passe. S'il y a plus de contrôle, il y a plus de limite quoi. Mais uniquement par exemple. Et là, ça devient dangereux pro. Quoi. Uniquement pro au niveau, tu vois, comme les mecs à Olympia. Il pourrait, dans ce cas-là, arrêter tous les contrôles antidopage et laisser les gens faire leur vie. Et dans ce cas-là, on verrait qui sont les meilleurs. Parce que tu sais, il y a des gens, ils sont dopés, mais ils ne font pas partie des meilleurs. Hein. Oui, ça. Voilà. Après, oui, on l'a vu. Ça, je veux dire, et puis comme par hasard, nous, les personnes qui se font attraper, tu sais, c'est jamais le numéro 1. Hein. Non, malheur, il faudrait pas abîmer l'image du CrossFit. Non, on va toucher le numéro 4, le numéro 5, le numéro 10. Donc, je sais pas.
Ou alors, on pourrait tout simplement business. faire, oui, business. Sinon, on pourrait tout simplement contrôler tout le monde dès le premier jour des games. Mais quand je dis tout le monde, mais de toutes les manières possibles. Parce que je sais qu'ils se font quand même tous contrôler là-bas pour la finale. Mais je te dis, je pense que les tests, enfin, je sais pas, je suis pas dans leur papier, mais voilà quoi. Est-ce qu'il n'y a pas de toute façon, le lobby, intérêt, etc. C'est vrai que quand tu es une méga marque qui sponsorise un athlète aussi, peut-être que y a certains bras qui font que tu vas pas contrôler l'athlète. Enfin, bref. Pour gagner au CrossFit, comment ça se passe? Il faut faire le WOD le plus vite possible par rapport à tous ses concurrents? C'est ça, le but du jeu? Le but du jeu, c'est pas de gagner, enfin, c'est pas d'être le plus performant sur une épreuve, c'est d'être le plus polyvalent sur toutes les épreuves. Donc, en gros, s'il y a, par exemple, ce week-end, on va dire qu'il y avait 9 épreuves. Sur les 9 épreuves, c'est pas forcément celui qui va gagner 5 épreuves et qui va se trouver sur une ou deux. C'est celui qui va être le plus constant sur tous les WOD. Donc, tu peux faire 2e, 6e, 3e, 4e, 1er. Enfin, tu vois, genre, t'es constant. T'arrives à être toujours dans le haut du panier. Ben, c'est toi qui ressors premier. En fait, il faut être le plus performant et le plus rapide sur toutes les épreuves. En moyenne. En moyenne. Et t'as pas le droit de te trouer, en fait. Ne serait-ce que sur une seule épreuve, si tu flanches, c'est compliqué pour avoir la première place, quoi. Mais pourquoi? Parce que tu perds des points ou Ouais, parce que c'est un système de points. En gros, le premier, il a 100 points. Après, c'est 90, 80, 70, et ça descend, etc. Et du coup, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points. Donc, voilà. C'est pas forcément de finir le WOD, même si les meilleurs finissent l'entraînement. C'est celui qui va terminer à chaque fois dans le top sur toutes les épreuves. T'as pas le droit à l'erreur, en fait, sur une compétition. T'as vraiment pas le droit à l'erreur. Mais j'ai un peu l'impression que ça ressemblerait à, j'ai une référence à la course, mais le Tour de France, tu sais, ouais, il faut pas nécessairement finir premier à toutes les courses, mais c'est à l'ensemble, à la fin, je veux dire, c'est ça. Où c'est que t'as fait le meilleur temps. Et s'il y a une course, t'as fait un temps ridicule, peut-être ça va te coûter cher c'est exactement le même concept. Si tu veux, comparer, c'est exactement ça. D'accord. Et alors, est-ce que tu as eu des blessures, toi, dans le CrossFit? Qu'est-ce que tu as expérimenté? Qu'est-ce que tu as eu? Tu as du temps ou si tu connais les podcasts biomécaniques, tu sais que j'ai tout le temps. Et d'ailleurs, c'était avec Amandine. On parlait tout à l'heure. J'ai enregistré un épisode avec Amandine il y a peut-être un peu plus d'1 an. On avait fait un long épisode aussi. Donc, si tu veux, moi, je suis pas pressé ou presque. Donc, mais si tu veux me faire un petit résumé des blessures, oui. Je suis curieux. Allez, je vais te faire un résumé assez court. J'ai pas été blessée pendant 4-5 ans, donc je m'estime très chanceuse. Et puis 2018, j'ai eu toutes mes blessures qui sont arrivées d'un coup. Donc ma première blessure, ça a été bursite acromion-claviculaire, donc sur l'épaule gauche. Donc je ne pouvais plus lever les bras, je ne pouvais plus me suspendre ou porter quelque chose. Ça a duré 4 mois, donc j'ai fait une grosse rééducation. Mais bon, ça encore, ça allait. Ça m'a pénalisé un petit peu pendant ma préparation dans l'année, mais c'était loin des compétitions, donc ça allait. Et puis ensuite, ça a enchaîné sur 2 hernies discales, donc au niveau de ma L5-S1, donc le bas du dos. C'est un peu la blessure classique du crossfitter. Tu m'entends toujours ou pas? Allô? Merde. Lionel? Je t'ai perdu. Ouais, j'ai vu ça. Merde. Oh Est-ce que tu m'entends? Parce que moi, je t'entends pas. Ça a coupé. Je pense qu'il y a une petite coupure internet. Oh là là. Tiens, je sais pas si tu m'entends. Je t'écris dans le chat. Allô? Hop, je pense qu'il y a eu une petite coupure. Quoi? Oui. Ok. Ah, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, il y a eu juste une petite coupure. T'es revenu sur la fenêtre et c'est bon. Hein, ça n'a pas coupé. C'est moi coupé l'enregistrement. Ah bah ça, super. J'ai eu la coupure électrique chez moi.
Ok, d'accord. Bah écoute, c'est pas grave. Normalement, c'est comme je te disais, c'est enregistré sur ton truc. Y a pas de, ça va pas me couper l'enregistrement. Donc, Ah, bah, excuse-moi. Du coup, parfait. ça a coupé. Tu me disais, ouais, c'était les deux hernies discales et le 4F5 Oui, ou le 5S1. oui, oui. Donc, hernie discale L5S1, donc le bas du dos. Faut savoir que c'est une blessure très courante dans le milieu du CrossFit parce que, pour plein de raisons, parce que les gens vont beaucoup trop vite dans la progression, parce que pas on soulève trop lourd, mais on soulève trop lourd trop vite en fait, et on manque de technicité, on manque de gainage, on manque Hmm. de muscles profonds. Et si tu veux, on est beaucoup à se casser la gueule Pas par assez rapport à ça. d'adaptation. Ouais, ouais. Donc, et puis bon, n'oublions pas une chose, c'est que le CrossFit, c'est pas forcément. Enfin, je vais pas me faire des copains, mais bon, bref. Faut savoir que je suis quand même très grande. J'ai une morphologie qui est pas forcément adaptée pour tous les mouvements du CrossFit. Donc, j'ai quand même poussé mon corps dans des extrêmes, tu sais, par exemple, d'aller très très vite. Ah ben ça y est. Sur les mouvements d'haltérophilie où tu sais quand tu fais plusieurs répétitions, tu relâches un peu le dos parce qu'il faut aller vite. Les mouvements de Ouais, gym, je sais pas ça si se tu voit. vois quoi. Ben non, c'est pas bon. Les mouvements de gym où on relâche un petit peu le bas du dos, où on cambre. Il y a quand même beaucoup de mouvements qui font que quand on est dans le niveau de la performance, on bousille comme n'importe quelle discipline finalement à haut niveau. Tu vois ce que je veux dire? On est obligé de Mhm. passer par le fait de s'éloigner du du sport santé, quoi. Du sport Donc, santé, ouais. Ouais, bah ça, voilà. oui, oui, non, mais ça, c'est tous les sports, c'est pas que le CrossFit, hein. Donc, du coup, la blessure au dos, ça a été très compliqué parce que ça a duré une grosse année de difficultés où il a fallu réapprendre tout mon sport, il a fallu réapprendre tous les mouvements. J'ai eu des lourds protocoles de réathlétisation. J'ai dû Ouais. booster ma nutrition pour essayer. En fait, j'ai mis beaucoup de choses pour mettre toutes les chances de mon côté pour sauver mon dos, alors que des médecins m'avaient dit que je pourrais plus jamais faire de sport, que c'était hyper dangereux, qu'il fallait plus que je soulève de poids. Bref, des médecins très incompétents. Et puis, depuis que j'ai cette blessure, je suis comme toutes les personnes qui ont des hernies qui se sont déclenchées. J'ai des périodes où c'est très difficile, où j'ai mal, et des périodes où ça va. Mais je suis toujours quand même dans l'adaptation de mes entraînements et dans la prudence, tu vois, de se dire, ok, fais pas de la merde. Genre, si t'es fatigué, commence pas à soulever lourd aujourd'hui parce que c'est écrit sur ton programme, quoi. Je pars en Est-ce que tu as des voyage. sciatiques associés? Oui, 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 bien sûr, j'ai une sciatique dans le fessier gauche. Du coup, ça a touché la colonne vertébrale au fur et à mesure des années. Mais D'accord. j'ai eu des signes d'alerte, si tu veux, quelques années auparavant. Ça me le faisait déjà quand j'étais gymnaste. Donc, tu vois, quand les gens me disent oui, c'est le CrossFit qui t'a fait ça, non, ben non, les gars. Quand j'étais gymnaste, j'avais déjà des lumbagos, j'avais déjà des sciatiques. Donc, le corps humain, bon, il y a des choses que tu peux pas contrôler, quoi. C'est tout, c'est comme ça. C'est juste que maintenant, tous mes entraînements sont orientés, enfin, sont très intelligents. Je fais pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Ok, Je donc tu suis essaies de obligée. t'adapter, ouais. Ouais, je suis obligée d'adapter. Et puis, tu vois, l'hiver, par exemple, je sais que c'est une saison qui est très compliquée pour moi parce que mon corps ne supporte pas le froid. Donc, j'ai besoin de faire des échauffements beaucoup plus longs, de faire des mouvements bien adaptés, de travailler, voilà, de bien m'hydrater, de bien faire des étirements, de faire des renforcements musculaires. Tu vois, j'ai vraiment des périodes qui sont quand même, c'est, oui, il faut dire ce qui est, c'est pas du plaisir, quoi. D'accord. Qui c'est que tu vas voir pour ça? Est-ce que tu as des professionnels? Alors, tu me parlais du médecin non compétent, mais en dehors de lui, est-ce que... J'ai commencé avec des gens très incompétents. Hein, faut appeler un chat un chat. J'ai été très mal orientée, je pense, pendant longtemps, mais j'ai eu des très belles rencontres tout le long de ma carrière où j'ai eu des gens qui m'ont aidé, qui m'ont apporté des solutions. Et on va dire que la plus récente, ça a été ma coach avec qui je bosse depuis plus de 2 ans, c'est elle qui m'a dit en 2019, quand on s'est, parce que c'était une copine à moi, mais elle était ostéo et coach dans le milieu du CrossFit. Et quand Mhm. j'étais au plus mal, on s'était revus et elle m'avait dit, bah alors, on te voit plus, tu t'entraînes plus. Et je lui avais dit, bah non, pour moi, c'est terminé. Je peux plus me baisser. Comment elle J'ai mal s'appelle? Elodie Guégan. Tu peux la retrouver sur Elosaurus sur les réseaux. Et en fait, D'accord. c'est elle, parce que je lui dis, mais en fait, m'allonger me fait mal, m'asseoir me fait mal, marcher me fait mal, m'étirer me fait mal. En fait, tout me faisait mal. Et c'est elle Hmm. qui m'a pris en main et on a fait un gros protocole.
qui a duré 4 mois, le premier protocole, pendant 4 mois, tous les jours. Très, très dur. C'était quoi? C'était du renforcement, de la réadaptation Ouais, c'était... en fait, on était reparti à zéro. Donc, si tu veux, moi qui avais déjà plus ou moins atteint, à mes yeux, un bon niveau, tu vois, j'avais fait des compétitions internationales et tout, eh ben, il a fallu apprendre à faire un soulevé de terre au PVC. Il a fallu apprendre à faire un squat, une fente. Mais tu vois, vraiment en pleine conscience. Sans charge. Répéter plusieurs fois certains protocoles, un travail des abdominaux profonds avec la respiration, et puis petit à petit intégrer des petits poids, et puis ensuite une barre à vide. Donc je suis vraiment repartie à zéro, et ça a été très long, ça a été très douloureux, parce que la douleur n'est pas partie du jour au lendemain, et il m'a fallu plusieurs mois pour vraiment me sentir capable de rebouger comme avant. Voilà. Donc, et là, c'est-à-dire que tu es capable d'aller en compétition, de t'entraîner régulièrement, sans douleur, ou en gérant complètement cet aspect-là? Oui, mais ça, c'est pareil, c'est tout un travail. Hein. C'est tout un travail parce que je suis obligée de bien choisir les compétitions. Donc, par exemple, là, j'ai choisi... par exemple, j'ai fait les Wodapalooza à Miami au mois de janvier. Bon, eh ben, on savait qu'il y allait avoir la phase de qualification, après il y allait avoir la phase de récupération, après la phase de travail où on allait avoir un cycle où on allait travailler dur pour cette compétition, puis un relâchement, puis le voyage. Enfin, tout ça, c'est un protocole qu'on met en place avec ma coach quand on travaille ensemble et c'est pour ça que je te dis, je peux pas me permettre de faire tout ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Alors, tu as les athlètes qui vont te dire « Ah, mais non, c'est pas du tout comme ça. Moi, ma programmation, je peux m'entraîner 2 fois par jour, je peux performer, j'ai aucun problème, je m'étire, je mange bien. » Oui, mais parce que tu as 25 ans. Parce que tu as 25 ans, parce que tu débutes. Moi, ça fait 8 ans que je fais ça. Ça fait 8 ans, j'ai connu des galères, j'ai connu des blessures, j'ai connu le fait que j'ai 37 ans, tu vois. Je suis plus une gamine, j'ai mon système hormonal qui a bougé, j'ai mes performances qui ont commencé à être limitées. Enfin, tu vois, il y a plein de paramètres, nous, quand on est une femme, que peu de coachs sont capables de prendre en compte parce que ils connaissent pas, en fait. Et moi, j'apprends finalement sur le terrain. Ok, intéressant. Et comment tu fais pour ta santé de manière générale? Est-ce que tu prends des compléments? Est-ce que tu vois quels sont les petits trucs, enfin les petits trucs, les astuces, les habitudes que tu as? Alors, j'ai testé comme tout le monde, hein, parce que j'ai eu droit à toutes les demandes de partenariat, j'ai eu droit à toutes les tendances, que ce soit pour les compléments alimentaires, les pistolets de massage. Je pense que la première chose, avec le recul que j'ai maintenant, à mettre en place et qui est vraiment magique, c'est le mindset. C'est ce qui se passe dans ta tête. Et ouais. Et ça, je pense que beaucoup l'oublient. Beaucoup pensent à l'entraînement, à bien manger, à bien s'étirer, à plein de trucs, tu vois, genre les compléments alimentaires, les rouleaux de massage, tout ça. Moi, je pense que si t'es bien dans ta tête et si tu sais ce que tu veux et où tu vas, et avec qui surtout, l'environnement, je pense que c'est la clé pour moi. En tout cas, c'est ce qui me permet de continuer à faire ce que j'aime aujourd'hui. Donc c'est voilà, l'environnement, les gens. Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie, termine. Non, je disais l'environnement, c'est-à-dire les gens qui vont t'entourer, les gens qui vont plus te tirer vers le haut que d'essayer de trouver des excuses, des trucs comme ça. Donc vraiment les gens qui sont les gens qui sont au-dessus et qui pensent toujours positif. Ton environnement aussi familial, amical, et puis qu'est-ce qui se passe dans ta tête, quoi. Si t'es toujours en train de te plaindre parce que t'as mal au dos, mais que tu fais rien pour justement pas arrêter d'avoir mal au dos, mais ok, c'est bon, on a compris, t'as mal au dos, c'est bon, maintenant passe à autre chose, quoi. Fais autre chose en attendant, enfin, parce que moi je suis passée par là, tu vois, je me suis plaint, j'ai pleuré, je me suis plaint auprès de tout le monde, j'ai essayé de trouver des solutions parce que j'étais focalisée là-dessus, mais c'est bon, ça suffit, quoi. Maintenant je le sais, quand j'ai des problèmes de dos, bon ben voilà, Jess, tu lèves le pied, tu t'entraînes moins et tu mets en place des choses pour te permettre d'avancer, quoi. Donc la première chose, c'est le mindset. Après, une chose qui a énormément fonctionné sur moi, bien plus que tout le reste, ça a été la nutrition et le sommeil. Le package des deux, c'est-à-dire bien récupérer,
faire des siestes quand on en a besoin, dormir des fois au lieu de s'entraîner, parce que des fois tu tires un peu sur la corde, donc en fait ton corps il a juste besoin de récupérer. Et la nutrition, parce que je suis pas quelqu'un qui a des capacités de Wonder Woman, je suis, on va dire, une personne très normale, et que moi, pour juste m'entraîner, j'ai besoin de bien dormir et j'ai besoin de bien manger. Et dès que je mange pas bien, dès que je m'éloigne un peu de mon quotidien où je suis clean avec mes repas, et ben je le ressens. Je le ressens, j'ai mal au dos, j'ai mal aux articulations, je suis énervée, je suis pas dans une good vibes, je suis stressée, j'ai des boutons, voilà. Donc c'est l'équilibre de tout ça. Et après, bien évidemment, on va parler entraînement. Et après, en complément très classique, par période, oméga 3, vitamines, minéraux, le zinc. Moi, quelque chose qui marche bien pour moi par rapport à mon dos, ça peut être le curcuma dans tous mes repas. Et ça te diminue les douleurs? Ça te diminue les inflammations? Ouais, tout ce qui va être produit anti-inflammatoire, ouais, je prends. Voilà, et puis des trucs assez... J'essaye d'avoir une protéine assez végétale, beaucoup moins de whey avec de la prot animale, par exemple. Ouais, tu consommes... Alors, bon, je veux pas forcément te demander la marque ou les marques que tu consommes, mais t'as pas de... Tu dis, t'as été démarché énormément par beaucoup de compagnies. Il y en a aucune qui te sponsorise d'un point de vue marque de complément. Si. Alors, si je travaille avec une marque de protéines de nutrition du sportif qui s'appelle STC Nutrition, c'est un laboratoire français. Ils sont principalement sur Internet et dans les pharmacies. Et ce sont que des produits naturels, vegan, made in France, avec qui je peux discuter, échanger. Donc voilà, tout ce qui va être composition, c'est clean. Donc, alors je dis pas que je prends toutes les gammes, mais je prends ce qui m'intéresse. Donc la prot végétale, les bars vegan, les trucs comme ça pour quand je pars en compétition ou en déplacement. Après, en complément, je me débrouille comme une grande, même si STC, ils ont pas mal de choses, tu vois, les oméga 3, les trucs comme ça. Et après, le reste, je me débrouille, quoi. Ok. Ta journée, c'est quoi? C'est de l'entraînement, ensuite c'est l'accompagnement, parce que là, les programmes que tu avais, par exemple, tu me disais alors Extra Gym, c'est quelque chose que tu as fondé, que tu as ensuite rattaché à ton image, hein, c'est ça? Ouais. C'est quoi? C'est un programme digital ou c'est un suivi? Ça te prend combien de temps dans la journée? C'est les deux. Donc les programmations, en fait, les deux. tu veux. Ouais. La plus connue, c'est Extra Gym, parce que j'ai plusieurs programmations. J'envoie des programmations chaque semaine sur une application à tous les gens qui sont abonnés en fait à Extra Gym, et ils reçoivent une programmation c'est des séances extra à faire après leur WOD ou en dehors de leur entraînement de renforcement musculaire autour de la gymnastique. Ouais. Clairement, ce qui manque le plus dans le CrossFit à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est beaucoup de renforcement musculaire, des étirements, de la mobilité, des travails techniques aussi. Et ça me prend créer la programmation. Je pense qu'en une demi-journée, je peux créer les programmations parce que je suis quelqu'un qui est facilement, on va dire, inspiré. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de des choses que j'ai faites, des choses qui marchent, des choses que je peux voir aussi sur les réseaux, des choses etc., etc. Et ensuite, la plupart du temps, le matin quand je me lève, je fais traitement de mail. Parce que je suis au calme, je suis posée juste avant mon petit-déj, un café, je traite les mails. Après, c'est vrai que je vais m'entraîner, comme ça, c'est fait. J'essaie de m'entraîner milieu, fin de matinée. Après, j'ai mon repas classique et l'après-midi, je vais travailler sur les programmations, les mails, les retours, les feedbacks, les échanges, parce que j'ai plein de choses à traiter. Et après, les choses de la vie, quoi. Ça peut m'arriver, mais c'est très rare. De m'entraîner 2 fois par jour. Je le fais plus, ça. Je le fais plus parce que c'est quelque chose qui marche plus qui marche pas, en tout cas sur moi. Qui peut le plus, peut le moins. Faut savoir le foutre dans un emploi du temps aussi. Parce que j'en parlais avec Mario Bracco, qui est dans le milieu de la culture physique aussi et qui s'entraîne 2 fois par jour. Et c'est vrai que le premier frein, c'est quand même, il faut avoir le temps, il faut avoir l'hygiène de vie, l'hygiène, le lifestyle, la planification de la journée qui va autour, quoi. Oui, c'est vrai. Pas le faire pour tous. Je l'ai fait, je l'ai fait pendant 5 ans. 5 ou 6 ans, je me suis entraînée 2 fois par jour parce que j'avais la possibilité de le faire, mais j'avais aussi cette motivation
très haute. J'étais très disciplinée. J'étais vraiment, je savais ce que je voulais, quoi. Je savais ce que je voulais. Là aujourd'hui, je m'estime heureuse d'arriver à m'entraîner une fois par jour. Et j'essaye d'équilibrer entre je dois m'entraîner et j'ai envie de m'entraîner. Pour la suite, comment tu vois ça? Tu vas continuer le CrossFit d'un point de vue un peu compète comme ça? T'as envie d'aller te dépasser ou il y a d'autres chemins qui vont arriver? Alors là, pour le moment... Parce que ça fait un moment maintenant que tu es dedans. Alors peut-être que je me dis, c'est par période. T'as fait le fitness pendant un moment, CrossFit, peut-être que bientôt Zumba, peut-être. Alors c'est très personnel, hein, on est tous différents. Moi, ça fait 8 ans que je fais de la compétition que j'estime à haut niveau. Ça fait 8 ans que je fais quand même beaucoup de sacrifices et de concessions. Et là, il est vrai que les French, le week-end que j'ai passé là, c'était ma dernière grosse échéance. C'est pour ça que c'était un week-end très émotionnel parce que je savais que c'était plus ou moins la dernière que j'allais faire en individuel sur du haut niveau. Je savais que tout ce train de vie allait plus ou moins s'arrêter parce que j'ai plus envie. J'ai plus envie de m'imposer ce stress au quotidien. Il y en a qui te diront ah ben non, moi je trouve ça génial de m'entraîner 2 fois par jour, j'adore ça. J'adore m'entraîner. Ce que j'aime moins, c'est le fait de respecter un programme qui me dit tu fais ci, tu fais ça, c'est comme ça et c'est pas autrement, parce que tu as une échéance et que t'as pas le choix en fait d'être discipliné. Donc j'ai envie déjà de lever le pied. J'ai envie d'être plus flexible et j'ai envie de me tester sur ok, maintenant que je vais arrêter tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi ça fait 8 ans que j'ai quelqu'un qui me dit quoi faire. Et là j'ai envie de me dire ok, là tu vas être toute seule. Comment je vais gérer, tu vois, est-ce que je vais être motivée pour m'entraîner et surtout qu'est-ce que je vais vouloir faire? Est-ce que je vais vouloir faire du CrossFit ou est-ce que je vais délibérément m'orienter vers autre chose? Et j'ai des choses qui m'intéressent, que je sens que comme quoi? Déjà beaucoup plus des entraînements axés sur le cardio. Donc ça va être des triathlons, ça va être le nouveau concept Aerox qui est inspiré aussi du CrossFit, des entraînements longs avec de la course, avec des ergos, beaucoup moins de charges. Je pense que je pense que la gym va prendre une place très importante puisque je vais faire tous mes entraînements que je propose dans mes programmations. Je vais pousser un peu et je vais voir en fait. C'est un peu un nouveau challenge. C'est cool. Intéressant. Ouais, et puis c'est pour ça que tu me disais au début que t'es en train de finaliser ton home gym aussi pour te permettre d'avoir quelque chose de fixe. Yes. Ouais, et de facile pour pouvoir t'entraîner, quoi. Ouais, ça va être un nouveau challenge d'arriver le matin ou peu importe dans la journée et de me dire, ok, qu'est-ce que tu as envie de faire? En fait, c'est ça que j'ai envie de tester. Et je suis pas fermée aux compètes de CrossFit. Hein. En tout cas, je pense que je te dis pas que c'est sûr à 1000%. Mais je pense pas qu'on me reverra faire des grosses compétitions internationales en individuel. Bon, écoute, c'est dit. On verra si tu tiens, ou on verra de quoi l'avenir est fait. On peut pas savoir. Les dernières petites questions, si on pouvait revenir justement 10 ans en arrière, avant que à tes débuts, lorsque tu démarres le CrossFit, peut-être à 8 ans, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre à ce moment? Oh là là. Là, ce qui me vient tout de suite en tête, ça serait de dire à cette personne de dire prends ton temps, de pas brûler les étapes. C'est très bateau, hein, évidemment, parce que tout le monde va te dire ça, mais de vraiment te dire ok, t'as toute ta vie pour exploiter tes capacités. Ne brûle pas les étapes. Et donc tu penses que tu les as brûlées? Un petit peu. Je pense qu'il y a des choses que j'aurais dû être plus à l'écoute de moi, mais j'étais jeune, donc j'avais pas encore ce recul. Je dis pas que j'étais mal encadrée, mais vu qu'on était les premiers en France à lancer tout ça, on s'est pas planté, mais on a testé plein de choses et on est allé trop vite. Donc j'aurais pris peut-être plus de temps pour développer tout ce que finalement je suis en train de faire que j'aurais dû faire avant. Passer plus de temps à bosser le cardio, à faire des cycles, à prendre plus de recul sur l'haltérophilie. Vraiment prendre le temps, tu vois, de bosser cette technique qui demande tellement de temps pour pouvoir déjà
ouais, pour être capable de faire ça aujourd'hui sans douleur, sans peur, sans appréhension, avec une certitude sur la technique aussi, tu vois. Se dire, je sais ce que je fais. Hmm. Et est-ce que maintenant tu as un modèle de réussite? Alors tu m'as parlé, Voilà. j'ai oublié les noms, Ouais. d'à l'époque, lorsque tu as démarré, mais est-ce qu'aujourd'hui, qui c'est qui t'influence? À qui t'aimerais ressembler ou à qui t'aimerais pas forcément physiquement, mais dans la manière de construire une activité sportive, de construire une activité, peu importe. Oh là là, écoute, ça va être Personne t'inspire. je pense que ça va être très prétentieux de dire ça, mais bon, je vais le dire. Tu vas pas me dire Tony Robbins quand même, si? Non, non, vraiment, il n'y a pas grand monde qui m'inspire. Je te dis la vérité, c'est compliqué. Il y a des gens qui sont exemplaires où je me dis waouh, ouais, plus tard si je peux être comme ça, voilà, je pense à des gens qui font du sport, tu sais, qui sont beaucoup plus âgés, qui ont beaucoup plus d'expérience, qui sont beaucoup plus posés. Tu vois, je me dis ok, je veux vieillir comme ça. Je veux vieillir avec la connaissance de mon corps, de mes capacités, d'être capable de pouvoir m'entraîner, de faire tout ce que je veux, quand je veux, comme je veux, de toucher à tous les sports que je veux. Voilà, donc ça, voilà. Mais j'ai pas vraiment de personnes qui m'inspirent. J'ai des gens qui m'inspirent au quotidien, tu vois, dans ma famille, dans mes amis, dans des gens même dans le CrossFit encore, où je me dis, ouais, c'est stylé quand même, tu vois, elle a réussi. Mais j'ai personne en tête là où je vais te dire, ah ouais. Ben écoute, pourquoi pas? Non, mais d'accord. T'as pas de. Je peux comprendre. En même temps, plus tu, de toute façon, c'est un truc, c'est classique. Plus tu montes en niveau dans n'importe quelle activité, moins tu vas trouver de gens au-dessus de toi. Alors évidemment, il y a toujours meilleur, il y a toujours plus, mais ça va être plus rare, tu vois. Alors je pense dans les activités professionnelles aussi, c'est que plus tu fais du chiffre d'affaires dans n'importe quel business, plus ça va être difficile d'aller trouver des gens qui vont te donner des conseils pour passer certains niveaux ou quoi que ce soit. Oui, c'est vrai. Quand tu es débutant, a priori, n'importe quel conseil, même le plus basique, va te servir et va te permettre de progresser. Ouais. Mais non, après les gens qui on va dire, qui peuvent m'inspirer, ça va être plus des entrepreneurs, des gens qui ont réussi en partant de rien, tu vois. Et ben finalement, c'est un peu le chemin que je suis en train de prendre, c'est-à-dire de me dire, ok, est-ce que je suis capable, même si je pense que je le suis, tu vois, mais comment je vais réussir en sachant que je suis toute seule, que j'ai commencé avec rien, j'avais 0 €, j'avais 0 personne, il y a jamais personne qui m'a aidé, qui m'a tendu la main, j'ai personne dans ma famille qui est entrepreneur, j'ai personne qui a des entreprises, de me dire, ok, je sais qu'il y en a qui sont capables et qui l'ont fait. Comment tu vas faire pour y arriver? Voilà, ça c'est plus des personnes c'est pour ça que je regarde beaucoup les podcasts, les vidéos sur YouTube, les trucs comme ça. Et je pense qu'Amandine aussi, qui est ton amie, tu m'as dit, je pense qu'elle doit t'inspirer d'une certaine façon. En tout cas, vous devez vous auto-inspirer parce que elle a. Et comme tu le dis, alors elle s'est peut-être assagie. Alors dans son discours, je sais pas trop, mais je regarde un petit peu parce que je suis abonné à son compte sur mon compte Instagram privé. Je suis abonné à son Instagram et puis donc je regarde un petit peu de temps en temps et je vois quand même qu'il y a une sacrée évolution, ne serait-ce que depuis le podcast qu'on avait enregistré. Et donc Amandine, coucou si t'écoutes cet épisode. Je sais que de temps en temps elle écoute les épisodes biomécaniques. Donc si t'es arrivé jusque là, voilà, on te passe le petit coucou et merci. Et puis il faudra que je te réinvite un de ces quatre aussi. Je pense qu'il y a d'autres choses. Moi, c'est vraiment une personne inspirante pour le coup. C'est une bosseuse et je me dis, ok, elle rigole pas quoi. Elle est là, elle manage une team, elle bosse du matin au soir, elle a toujours la patate, le sourire. Non, c'est vraiment bien ce qu'elle fait. Et puis sacré niveau aussi, hein, physique. Hein. Je veux dire, on oublie aussi parce que elle gère tous les réseaux, elle gère tout ça, mais tu fais des trucs elle fait des trucs que je ferais pas. Enfin que je ferais pas et probablement pas avant je sais pas combien de temps d'entraînement et certaines choses probablement que j'arriverai jamais à les faire. Donc elle est multitâche. C'est un peu c'est ça qui m'inspire chez elle, c'est que je me dis ok. Moi, on m'a souvent reproché de toucher à trop de trucs et de pas être performante sur une seule discipline. Moi, ça m'inspire ça de me dire ok, elle peut. Elle est balèze sur plein de domaines en fait. C'est vrai. Sauf pour arriver à contenir son chien. Mais bon, apparemment, c'est autre chose. Non, je plaisante. Je déconne. Tout dit. Exact. Bon, parfait. Est-ce que tu as un bouquin à me recommander, à recommander à tous ceux qui écoutent, quelque chose que tu as lu récemment, une référence? Non, là, je vais pas du tout inspirer les gens parce que je n'ai pas eu le temps de lire. Alors, vraiment, si je te montre en photo, j'ai une pile de livres à lire. En attente, qui sont en attente, que j'ai volontairement choisi, que je veux lire, mais je veux avoir le temps.
Ouais, je comprends. C'est une catastrophe. Alors, j'essaie, moi, de me foutre les 10-15 minutes par jour quand je peux pour essayer même si je lis 10-15 pages. Tu vois, je me suis forcé là. J'ai acheté le dernier livre de Pierre Lemaitre là, qui est un roman qui apparemment est génial. Parce que j'avais du mal à me remettre à lire. J'ai lu des trucs sur les langages non verbal, des trucs intéressants, mais à chaque fois j'avais l'impression que de m'y mettre était un travail. Donc je me suis dit tiens, je vais essayer de reprendre un livre hyper intéressant dont je vais vouloir aller dedans chaque jour. Tu vois, que ça va me faire plaisir de lire. Donc, et ça marche. Je ferai peut-être un retour. Ça marche. Je l'ai à peine commencé ce matin avant qu'on enregistre l'épisode. J'ai lu une dizaine de pages. Donc on verra. Je ferai un retour peut-être sur ma newsletter. Je parle de temps en temps des choses que je lis. Avec plaisir, tu me diras carrément. Ouais, pour tous ceux qui veulent aller rejoindre la newsletter, le lien sera en description, c'est biomécaniquepodcast.com/lettres. Si vous êtes sur YouTube ou les applis ou peu importe, c'est le premier lien, vous cliquez, vous inscrivez dessus, c'est gratuit. Et puis il y a des news, on parle un peu santé, on parle forme, on parle plein de choses comme ça. Donc voilà, c'est la petite promo pour la newsletter. Je laisserai le livre aussi en référence pour ceux qui veulent aller regarder. Merci Jessica, c'était un plaisir, j'ai passé un bon moment. Ouais. Je te souhaite bonne continuation, bon courage pour la suite. Même s'il n'y a plus de compétition, on va continuer à te suivre, à voir un petit peu ce que tout ça devient. Quitte pas la fenêtre, 30 secondes. J'ai une ou deux petites questions en privé derrière. Et puis moi, je vais laisser tout le monde, tous les auditeurs ici. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes du milieu du CrossFit, je fais pas beaucoup d'épisodes sur le CrossFit, donc là, vous serez contents, j'espère. Et puis, vous pouvez partager cet épisode sur les réseaux si vous avez trouvé ça cool, que vous voulez propagander la bonne parole. Et puis, abonnez-vous au podcast. Et c'est tout. On se dit à la semaine prochaine. Merci Jérôme. Salut.